Voilà, alors on va faire un état des lieux, c'est ce qui m'a été demandé ce soir. Je vais faire un préambule. La collapsologie on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, si c'est une science ou une discipline d'études à aspect plus large et transdisciplinaire, ou si c'est une science transdisciplinaire. Le concept, la notion est jeune. J'aime bien le mot. On va voir comment il évolue. En tout cas, le domaine que j'étudie est aussi un domaine de la collapsologie. Et l'atelier que je vais faire ce soir, peut-être sera-t-il un peu rude pour certains qui ne connaissent pas le sujet encore. On pourra en débattre après, à l'issue de ce que je vais vous montrer ce soir. Alors, je suis très contrarié. J'ai rien dormi de la nuit précédente. C'est une anecdote personnelle, mais symptomatique. J'habite à Lyon et j'ai rien dormi de la nuit précédente parce qu'il y avait un moustique chez moi. Voilà. Un moustique le 16 janvier à Lyon. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous parlera peut-être pas, mais c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à Lyon avant les années 2000, on va dire. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Qu'il fasse 10 degrés pendant plusieurs semaines à Lyon le matin, ça n'est pas le climat normal de cette ville-là. Alors, contextualisons un petit peu ce qui nous arrive en ce moment. Depuis quand ça a commencé ? Replaçons-nous, on est à Paris, replaçons-nous ici, dans notre imaginaire, sans l'amphithéâtre, sans le bâtiment, au milieu d'une forêt, peut-être d'un pré, avec une rivière, des grenouilles et des rhinocéros il y a 12 000 ans. 12 000 ans, c'est hier. Hein. Il y avait des rhinocéros à Paris, ou à proximité de Paris, des éléphants, des ours évidemment, des loups, ou leurs ancêtres directs, ou leurs cousins. Et à la fois les forêts, les rivières, les animaux ont disparu assez rapidement avant que la civilisation, on va l'appeler comme ça, la civilisation moderne se développe en France et un peu partout dans le monde, à peu près autour de 10 000 ans, autour de l'agriculture. Alors, pour nous replonger dans cet imaginaire-là, il faut se rappeler que dans les Balkans, en Italie, au sud de la France, il y a 2500 ans, c'est-à-dire vraiment hier, 2500 ans, il y avait des lions. C'est-à-dire que dans la Grèce antique, si vous voyez des représentations des lions, ce n'est pas parce qu'ils les importaient d'Afrique, c'est parce qu'il y en avait. Dans le sud de la France, en Italie, en Grèce, ça faisait partie des animaux que les sociétés fréquentaient, côtoyaient. Il y avait des petits éléphants en Grèce, il y a 6 000 ans. Voilà, toute cette faune-là, on sait maintenant qu'elle a disparu au fur et à mesure que les humains se sont implantés, et assez rapidement. Voilà ce que ça a donné. Je suis obligé de faire court sur certains points parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais voilà ce que ça a donné pour la répartition de la mégafaune, ce qu'on appelle la mégafaune, les grands animaux, entre, on va dire, les centaines de milliers d'années précédentes et moins 10 000 ans. Donc là, vous voyez en bas la répartition de la faune de plus de 45 kg sur toute la planète, littéralement. On pourra parler brièvement de l'Australie. La mégafaune qui était ici a disparu il y a 40 000 ans. C'est pour ça qu'elle n'est pas ici. Et vous voyez que tout le continent américain est couvert de grands animaux. Et il y avait des éléphants, des cousins des félins qui vivaient, des tigres à dents de sabre, je crois. Non, je ne suis pas sûr pour les tigres à dents de sabre là. Mais en tout cas, des éléphants sur tout le continent, de haut en bas. Ici, les animaux qu'on a vus sur le slide précédent étaient évidemment présents dans toute l'Europe, les aurochs, on n'en a pas parlé, les ancêtres des vaches. Et tout ça a disparu en quelques centaines d'années, quelques milliers d'années. Et nous voilà le paysage aujourd'hui où les animaux iconiques de Disney, ils sont tous là. Voilà. Et tous les autres ont disparu. Je les remonte brièvement. Tous ceux-ci ont disparu et quantité d'autres. Un paresseux géant en Amérique, par exemple, voilà, qui faisait 3 mètres et 1,5 tonnes. Depuis quand ça a commencé, ça? Là, j'ai parlé d'une frontière, d'une rupture, d'une chute de la mégafaune à moins 10, moins 12 000 ans. En fait, l'humain, ou plus précisément le genre Homo, c'est-à-dire l'Homo sapiens et tous ses cousins précédents, ont commencé à créer un déficit dans la répartition des espèces. Alors, à cause de la chasse, à peu près à moins de millions d'années, ce qui est très ancien. Et c'était le genre Homo. Homo sapiens n'était pas là du tout. Homo sapiens, on sait maintenant qu'il est apparu à peu près à 300 000 ans. La découverte est récente. Le plus ancien ancêtre sapiens, c'est 300 000 ans. À cause de la chasse, moins 2 millions d'années, mais à cause de la simple présence, moins 3 millions,
Pourquoi? À cause de la simple présence, parce que l'humain, qui développait déjà des outils, le genre Homo, commençait à chasser un peu mieux que les autres grands prédateurs. Donc la concurrence sur l'alimentation a fait disparaître les autres grandes espèces. Alors disparaître pas encore en moins de 3 millions d'années, mais on voit déjà un déficit. C'est ce que les paléoanthropologues ont compris aujourd'hui. Alors vous ne le voyez pas très bien, et en plus les images ne sont pas respectées, le VP n'est pas très bon. Homo sapiens est ici, 300 000 ans à peu près. Et moins de 2 millions d'années, Homo rudolfensis, Homo habilis, nous sommes les descendants de quantités d'espèces cousines à nous qui ont déjà impacté l'environnement de façon notable, visible dans les sédiments, visible dans la répartition des squelettes dans les couches, dans les strates, etc. Je dis ça pour contextualiser sur le temps long et bien comprendre les processus en jeu. Parce qu'il y a quelque chose de commun entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui se passait il y a 3 millions d'années. Et je vais le dire comme ça, on va pouvoir introduire la période plus récente. Le point commun entre ce qu'il se passait il y a 3 millions d'années et aujourd'hui, c'est la capture d'énergie. La capture d'énergie par la chasse. Quand on chasse, on a plus de proies, on a plus d'énergie pour alimenter sa société. Voilà. Et voilà, c'est la capture d'énergie qui a créé ce déficit de répartition des espèces. Qu'est-ce que l'énergie? Je ne vais pas apprendre grand-chose sur ce point-là à beaucoup d'entre vous, puisque vous êtes mieux forts que moi sur le sujet. Est-ce que le grésillement n'est pas trop pénible? Ça va? Ça passe? Qu'est-ce que je peux faire? Oui? Je te laisse faire et puis je continue. Il est prêt? 1, 2, 1, 2. Allez. Est-ce que c'est mieux? Ouais. L'énergie, c'est une grandeur physique qui caractérise un changement d'état d'un système. Donc là, c'est une définition un peu abstraite, mais pour nous, ça veut dire que si on a de l'énergie, nos cellules fonctionnent. Les cellules sont... Le fonctionnement des cellules, c'est un changement d'état permanent. Il y a strictement besoin d'énergie pour qu'elles fonctionnent. Nous avons besoin de manger pour vivre. Plus largement, tout ce qui est transformé ne le peut que grâce à l'énergie. Et quand on dit transformation, tout de suite, ça élargit le champ de la réflexion quant à l'énergie, quant au rôle de l'énergie dans nos sociétés. Ici, il y a une transformation dynamique, il y a des voitures qui roulent, et puis il y a une transformation, on va dire, qui est statique désormais, c'est l'autoroute, c'est les piliers de l'autoroute. Mais il faut retenir que à la fois ce qui roule et ce qui est statique, les piliers de l'autoroute et l'autoroute, c'est dans les deux cas de la dépense d'énergie. Il a fallu fabriquer les autoroutes, il a fallu transformer des matières premières pour faire les autoroutes. Ici, c'est de l'énergie dans les machines et aussi dans le champ. Il faut de l'énergie qui provient du soleil pour faire le blé. Le jean que vous portez, c'est aussi et surtout de l'énergie. De l'eau, évidemment, des fibres de coton, des teintures. Mais sans énergie, on ne peut pas faire, même à la main, on ne peut pas faire un jean. Internet, faire circuler des photons dans des fibres optiques, pousser des électrons dans des fils de cuivre, c'est de l'énergie puisque ça bouge, ce sont des transformations, c'est toujours de l'énergie qui est en jeu. Il ne se passe rien, même dans ce qu'on a l'impression qui est virtuel, sans énergie initialement. La chimie, donc les médicaments, c'est de l'énergie. On ne peut pas transformer des molécules et les ranger délicatement dans un médicament pour nous soigner sans énergie, c'est impossible. Ici, une ville, elle n'existe pas sans un apport massif d'énergie, je fais court. L'humanité, animée par un apport d'énergie considérable, a transformé son environnement. Voici la répartition des sources d'énergie que nous avons utilisées jusqu'à présent. Le graphique commence à 1900, il finit à 2010, mais les courbes continuent exactement avec le même profil depuis. Et vous verrez, un peu plus tard, je vous parlerai du rapport hydrocarbures et autres énergies, autres ressources d'énergie. Retenez une chose déjà sur ce graphique. Historiquement, toutes les énergies, sans aucune exception, depuis 1900, mais c'était très certainement le cas, sauf exception précédemment aussi, toutes les énergies se sont strictement additionnées. Historiquement, et encore jusqu'à 2016, jusqu'à l'an dernier, jusqu'à 2017, historiquement, il n'y a jamais eu de substitution d'énergie. Alors je sais, on ne parle que de ça. Ça ne s'est jamais vu. Alors je vais développer un petit peu ce point plus tard. Mais retenez bien ça, il n'y a jamais eu de substitution d'énergie. Vous avez compris, substitution, ça veut dire que dans ce schéma, le nucléaire
et l'hydroélectricité ou la biomasse et les éoliennes et les panneaux solaires, ça n'a jamais remplacé un baril de pétrole. Dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu. Pour vous donner une idée des quantités d'énergie, un baril de pétrole, ça fait 80 cm de haut, 50 cm de large. Ne lisez pas les slides qui sont écrits trop petits, ils sont juste là à titre indicatif. Je vais donner les informations importantes. Donc un baril, c'est grand comme ça, à peu près. On en consomme 95 de barils de pétrole, 95 millions par jour sur la planète. 95 millions de barils de pétrole par jour, si on les met les uns sur les autres, ça fait une colonne de 76 000 km de haut. Pour vous donner une idée, l'épaisseur de l'atmosphère, c'est 100 km. Après, c'est l'espace. Nous, on consomme tous les jours 76 000 km de barils de pétrole. Les satellites volent à 32 000 km, l'ISS est à 400 km, pour vous donner une idée du volume. Et voilà, nous avons donc consommé de l'énergie très peu depuis moins de 10 000 ans. Là, c'est la disparition de la mégafaune, en gros. Très peu. Et puis, il y a eu un petit gap ici, aux alentours de moins de 2500 ans. Un nouveau plateau, et puis après, une accélération en l'an 1000, en dents de scie, et une fulgurante accélération sur les 2 derniers siècles. Là. Brièvement, ici, une première révolution agricole, la révolution agricole, on va dire, et d'autres révolutions techniques plus tard, et évidemment, les hydrocarbures à la fin. Qu'est-ce que ça a donné sur le plan démographique? Je vous ai dit tout à l'heure, pour alimenter nos cellules, pour faire fonctionner nos cellules, il faut de l'énergie, il n'y a pas le choix. L'énergie, c'est de la biologie aussi, ou plutôt la biologie n'existe pas sans énergie. Eh bien, les différentes révolutions techniques ou agricoles ont apporté plus d'énergie à nos sociétés, et ça a eu un impact sur la démographie. Donc il y a 10 000 ans, et jusqu'à il y a 10 000 ans, c'est-à-dire depuis 300 000 ans que l'espèce sapiens est apparue jusqu'à 10 000 ans, la population maximale répartie sur l'ensemble de la planète, avec les multiples sorties d'Afrique, je ne détaille pas, c'était 5 millions d'habitants. C'est tout. La moitié de Paris-Centre. C'est ça. Sur toute la planète. En l'an 1, donc quelques centaines d'années après une importante révolution agricole, je parle d'une autre révolution agricole que celle d'il y a 13 000 ans. Un passage de gap sur le taux de retour énergétique, je vais préciser tout à l'heure. 200 millions d'humains, en l'an 1 à peu près. En 1600, enfin plutôt au XVIe siècle, 500 millions, et ensuite l'accélération qu'on connaît, 7 milliards en 4 siècles. 7 milliards de plus. Et il y a une connexion entre l'approvisionnement énergétique grâce aux hydrocarbures et l'explosion démographique. Il faut retenir ça. Alors l'énergie, ça nous a servi aussi à développer d'autres choses que nous-mêmes. Le bétail, les cochons, les moutons. Et je vous ai parlé de l'extraction de la mégafaune tout à l'heure, on va en reparler là. Il y a 10 000 ans, la biomasse, donc le poids de la biologie du vivant, la biomasse cumulée des animaux d'élevage et des êtres humains, l'ensemble, donc nos animaux de compagnie, nos animaux d'élevage et nous, ça faisait 0,1% de la biomasse totale des mammifères, donc les vertébrés, les mammifères. 0,1 il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, les animaux d'élevage constituent 60% de la biomasse des mammifères terrestres. Et si on ajoute les 7 milliards d'humains, on a 90% d'êtres vivants qui ne viennent que de notre présence sur Terre. 90%. Comment ça se schématise? On peut rester 30 secondes sur ce schéma, essayer de l'enregistrer pour vous imprégner de ce qu'il dit. Ça, c'est 10 000 ans, la biomasse de vertébrés il y a 10 000 ans. Ici, le petit trait en bas, là, c'est ce qui reste aujourd'hui en 2015. Et tout ce qui est au-dessus, veaux, vaches, cochons, poulets, animaux de batterie divers, c'est tout ce qu'on a rajouté de biologie fonctionnelle avec une vertèbre, avec des vertèbres, une colonne vertébrale, qui ne provient que de nous et de notre usage de l'énergie. Ça ne vient que de ça. Grâce au développement des techniques agricoles, grâce à l'augmentation des rendements agricoles, on a nourri de plus en plus d'animaux, en plus de nous, et on a remplacé la faune précédente par la nôtre. 90%, c'est nous. Alors avec l'énergie, on a aussi pu naviguer beaucoup et pêcher beaucoup.
l'énergie, ça fait bouger les choses, ça fait bouger les moteurs thermiques des bateaux, ça permet d'aller plus loin en mer, ça permet de pêcher plus profond, etc. etc. En 2003, une étude estimait que 90% de la biomasse des grands poissons avait disparu depuis le début de l'ère industrielle. Alors ce chiffre paraît hallucinant, mais là on parle de biomasse, pas tout à fait d'effectifs, c'est pas la même chose, mais en masse. Alors pas uniquement parce que les effectifs ont réduit, mais aussi parce que les animaux ont réduit en taille. Je rentrerai dans le détail, mais en tout cas, la biomasse, 90% de ce qu'il y avait de poissons et autres vertébrés dans l'eau a disparu à cause de nous. Un exemple iconique, c'est celui de la sardine. Alors, on pourra brièvement parler de ce que c'est qu'un pic d'exploitation. Quand on exploite une ressource, celle-ci, au début de l'exploitation, grimpe et puis passe un pic et descend. C'est à peu près le cas pour toutes les ressources. Je ne détaille pas là non plus, mais retenez la notion de pic d'exploitation. Eh bien, pour la sardine, le pic est aux alentours, alors je ne vois plus très bien si je verrai mieux là, je crois que c'est 1980. C'est à peu près ça, c'est écrit trop petit même pour moi. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si on mange encore des sardines, ce n'est pas parce qu'il y en a toujours autant que dans les années 80, c'est parce que les techniques de pêche ont progressé, qui compensent le déficit de sardines dans les océans, puisque en termes d'effectifs, vous voyez qu'on est... Il n'y avait rien. Les prises ont changé. L'humanité, animée par un apport d'énergie considérable, va être confrontée à des limites, évidemment. Alors là, on entre dans le sujet du soir. Est-ce que ça va durer, cette exploitation d'énergie, à ce point-là, aussi fort, à ce rythme-là, et à ce niveau de destruction-là? Puisque c'est ce que je voulais introduire avec l'extinction des animaux vivants. On a détruit considérablement notre environnement. Jusqu'à l'arrivée des hydrocarbures, donc je ne les ai pas cités, mais pétrole, gaz et charbon, jusqu'à l'arrivée des hydrocarbures, l'humanité évoluait en surface et exploitait les ressources en surface de la planète. Donc de l'agriculture, mais elle ne creusait pas beaucoup et elle utilisait éventuellement le vent pour faire tourner des moulins. Mais elle ne creusait pas pour aller chercher d'autres ressources minérales, métalliques, etc. Et puis elle a commencé à creuser avec grâce au pétrole essentiellement. Et elle a donc pu extraire des métaux en quantité infiniment plus grande qu'au cours de toutes les périodes précédentes, puisque l'ère du bronze, l'ère du fer, etc. certes, utilisaient beaucoup de métaux, mais ils étaient exploités en surface, sur des minerais très, très fertiles. Et quand on a creusé, on a pu évidemment en trouver beaucoup plus. Et pour vous donner un ordre d'idée quantitatif, une voiture, donc pour faire une voiture, il faut aller creuser là-dedans. Et il faut creuser, il faut sortir 100 tonnes de matériaux pour faire une voiture. Une voiture pèse 1,5 tonne, 2 tonnes, selon les modèles. Une voiture individuelle, une voiture familiale. Et bien, pour faire une voiture de 2 tonnes, on va dire, il faut 100 tonnes de matériaux. Et en plus, il ne faut pas 100 tonnes à un endroit, il faut 100 tonnes dispersées sur à peu près toute la planète pour chercher les différents métaux qu'il faut assembler pour faire la voiture. Un ordinateur portable comme celui-ci, c'est 300 kg. L'ordinateur, il doit faire 2 ou 3 kg. C'est 300 kg de masse creusés dans le sol et qui ont bougé, qui ont circulé sur toute la planète grâce à l'énergie. Une montre, c'est 20 kg. Alors voilà, en extrayant à ce rythme-là autant de ressources, de matières premières, on va peut-être à un moment donné arriver à des limites. Alors, ce que je vais énoncer, ça peut être un peu flippant, pour dire un mot trivial. Rassurez-vous, en tout cas, j'ai fait un travail qui me permet d'être sûr et sources. Les chiffres que je vais donner ne sont pas sont crédibles, sont tout à fait sérieux. Certains des chiffres, d'ailleurs, viennent du travail de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, dont Clément a parlé tout à l'heure. 2048, effondrement du stock de poissons si on continue à l'exploiter à ce rythme-là. Alors, 2048, vous avez peut-être entendu le dilemme, le gros problème qu'il a à cause de la pêche électrique en ce moment. Il n'y a plus de sol, en fait. Voilà, la sole meunière qu'on appréciait ou qu'on apprécie toujours, elle est en voie de disparition à proximité de nos côtes. Donc il faut la pêcher avec des filets électriques, ce qui est absolument dramatique pour l'ensemble des écosystèmes marins, vous imaginez bien. Donc non seulement à un rythme normal, on a un effondrement du stock de poissons en 2048, mais en plus on accélère l'exploitation avec des techniques aberrantes. Saturation des terres agricoles, évidemment, l'agriculture, avec des tracteurs, avec des engrais, etc., elle va elle aussi arriver à, vous connaissez ce problème bien mieux que moi,
pour ceux qui sont agro-paritech. Donc vous connaissez les chiffres, je les ai synthétisés pour simplement dire que la surexploitation, elle est évidente. Les terres sont, alors en particulier en Chine, ils ont un gros problème d'empoisonnement même des terres avec les pesticides. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est le problème d'érosion, parce que ce problème d'érosion n'est pas lié à la société thermo-industrielle qui a 200 ans. Elle est liée tout simplement à la déforestation, à la suppression du couvert végétal qui protégeait l'humus des intempéries. Et moi, c'est quelque chose qui m'angoisse particulièrement, parce que désormais que les terres sont à nu, en particulier l'hiver, vous traversez la France, toutes les terres sont quasiment à nu, il n'y a plus rien, ou alors un tout petit couvert végétal. Une goutte d'eau qui tombe sur cette terre à nu, elle ruisselle, et elle emporte la terre dans les fleuves, dans les rivières et les fleuves. Et c'est ce qui se passe. L'humus disparaît littéralement, à une vitesse totalement incompatible avec la possibilité de régénérer cet humus à notre échelle. Voilà, la vitesse de dégradation de l'humus est incompatible avec aucun moyen que nous pouvons avoir de régénérer cet humus. Je ne m'avance pas trop sur ce point parce que vous êtes plus compétent que moi, mais c'est ma crainte principale que l'humus disparaisse, parce qu'après plus rien ne pousse évidemment. Salinisation, défertilisation des sols, on sait que les rendements baissent déjà dans beaucoup d'endroits du monde. Un point important, on va parler du réchauffement climatique tout à l'heure. Les rendements baissent déjà en partie sur le seul critère du réchauffement climatique, c'est-à-dire sans tenir compte des empoisonnements, de la disparition de l'humus, etc. C'est-à-dire que le simple fait qu'il fasse un peu plus chaud provoque plus d'évaporation, ce qui réduit naturellement, oserais-je dire, les rendements, mécaniquement plutôt. Et c'est déjà mesuré. Pénurie d'eau, je ne fais pas long parce que c'est très connu, mais c'est très grave. En 2025, pour la majorité des habitants de la planète, l'approvisionnement en eau pourrait être insuffisant, voire dramatiquement insuffisant. Au Pakistan, on manque d'eau à peu près comme en Afrique. Ça évolue très vite, ça va très vite cette problématique-là. L'Espagne se questionne sur la traversée du Sahara. Le Sahara serait en train, climatiquement, de traverser la Méditerranée et les fleuves, les rivières commencent à ne plus couler. En Espagne, c'est à côté. Le phosphate, vous connaissez là encore mieux que moi, AgroParisTech. Vous savez que c'est une ressource minérale pour l'essentiel. Vous savez que c'est un des éléments fondamentaux de la molécule d'ADN. Sans phosphate, sans phosphore, la vie n'existe pas. Évidemment, si c'est une ressource minérale qu'on extrait du sol, en grande partie au Maroc, et qu'ensuite cette ressource on la distribue dans le monde entier, eh bien cette ressource, à un moment donné, passe un pic et ensuite décline. Les estimations pour le passage du pic sont autour de 2030-2040. L'agriculture, c'est le sujet qui m'inquiète le plus parce qu'elle est circonscrite par tout un tas de paramètres problématiques qui finissent par s'additionner et qui finiront par s'additionner. Le manque d'eau, l'empoisonnement, le manque d'humus, le passage du pic phosphate et en plus, paradoxalement, ce qui pourrait la sauver, c'est la fin des hydrocarbures, on va en parler, la fin du pétrole, etc. Mais le problème, c'est que quand on n'a plus de pétrole, on ne peut plus aller chercher le phosphate aux derniers endroits où il reste dans le monde et le redistribuer sur toute la planète. Quand on n'aura plus de pétrole pour aller miner le phosphate au Maroc, il n'y aura plus de phosphate pour l'agriculture allemande ou la nôtre, puisqu'on ne pourra tout simplement plus l'apporter. Là, je parle sur une échéance longue. Voilà. Pour les métaux, évidemment, ce sont des ressources minérales, il faut creuser pour les sortir. Les estimations pour la fin des métaux sont très difficiles à faire parce que les paramètres, là encore, sont nombreux. Densité de la présence du métal dans la roche, approvisionnement énergétique pour creuser plus ou moins profond, taux de retour énergétique, on va en parler tout à l'heure, etc., etc. Donc on ne peut pas dater précisément le jour, l'année ou la période à laquelle disparaîtront les métaux, enfin, à laquelle on ne pourra plus avoir accès aux métaux. Mais retenez qu'au cours de ce siècle, il est certain que nous n'aurons plus accès à la plupart des métaux que nous exploitons aujourd'hui. Voilà. Pour certains, les échéances sont très proches, autour de 2020-2050. J'ai noté la fin de l'argent, du plomb, du zinc, de l'or avant 2050, ce qui est demain. C'est votre génération, encore un peu la mienne. Donc nous allons manquer aussi de sable. Alors c'est plus étonnant, parce que du sable, on a l'impression qu'il y en a partout, mais il y a plusieurs qualités de sable, et le sable qu'on exploite par exemple dans le bâtiment est un sable particulier qui n'est pas du tout le sable du Sahara, qui est rond, avec lequel on ne peut pas faire de ciment, de béton, on ne peut pas faire un immeuble avec le béton du Sahara, sinon ce serait trop simple. Donc le sable exploitable dans notre système industriel est en voie de disparition aussi, de façon très alarmante.
ce qui me remet en question aussi, à terme, pas demain, mais à terme, la fabrication des microprocesseurs et des panneaux. Et alors tout ça, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu développer, construire autour de nous grâce à l'énergie, évidemment, ça va se confronter à la fin des ressources elles-mêmes, mais aussi à ce qui nous permet toute cette exploitation. Donc là, on va rentrer dans l'étude, on va essayer de comprendre comment nos sociétés vont de toute façon, même si elles avaient des métaux à foison, même si elles avaient une agriculture viable éternellement, même si elles avaient pas de problème de réchauffement climatique, de toute façon, l'énergie, ça n'apparaît pas à partir de rien. Et les principales énergies qu'on utilise, elles auront une fin après le passage d'un pic. Ici, on a le pétrole. Donc ça, ce sont des projections ASPO auxquelles on peut faire confiance. Il se trouve que la courbe est à peu près valable pour ce qu'on a vécu ou pour ce que les analystes estiment vrai. C'est que autour de la période, alors voilà, elle peut-être à décaler à gauche à droite d'une année ou deux, mais autour de 2006, l'humanité aurait franchi le pic d'exploitation du pétrole, le pétrole qu'on appelle conventionnel, le pétrole de meilleure qualité, celui qui sort quasiment liquide et raffiné, quoi. Donc ça veut dire que depuis 2006, chaque fois qu'on sort un baril de pétrole conventionnel, on en sort un peu moins que la veille, en volume. Depuis 2006 à peu près. Certains analystes, on verra pourquoi tout à l'heure, estiment que ce passage de pic a eu un impact sur l'ensemble de l'économie. Et ce passage du pic pétrolier, puisque le pétrole est à la source de nos économies, je vais préciser ça, à l'origine énergétique du fonctionnement de nos économies, aurait eu un impact avec un décalage temporel, puisque nos économies ont une respiration, un temps de latence, si vous voulez. Et ce passage du pic aurait été une des causes, ou un déclencheur, un fusible, de la crise de 2008. Je ne développe pas, mais je pourrais vous renvoyer vers le travail de Gaël Giraud, par exemple, sur cette question. Notez Gaël Giraud. La fin du charbon, bien plus tard que celle du pétrole, mais pas non plus dans 600 ans. Au rythme actuel, bon, il y en aura encore à la fin du siècle, mais il y en aura beaucoup moins, quoi qu'il en soit. Et de toute façon, le pétrole et le charbon sont deux ressources énergétiques qui ne font pas du tout la même chose. On ne fait pas de chimie avec du charbon, par exemple. Ou alors ça coûte tellement d'énergie que ça n'a aucun intérêt, ça coûte trop cher. De transformer le charbon en pétrole, on sait faire, mais c'est vraiment un processus très coûteux. Alors, fin des ressources en énergie, j'ai parlé des hydrocarbures, donc pétrole, gaz, charbon. Je n'ai pas évoqué le gaz, mais alors le gaz, il y en a des réserves considérables. Un point sur le gaz. Il est beaucoup mentionné dans la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'il serait moins émetteur de CO2. Enfin, le méthane serait, le gaz naturel serait moins émetteur de CO2 plus ou moins directement. Ce qui tend à être montré aujourd'hui, donc maintenant qu'on arrive mieux à comprendre ce qui se passe quand on exploite le gaz naturel, c'est que les fuites sur le réseau suffiraient à rendre le gaz à peu près aussi polluant que le charbon. Voilà. Il suffit de quelques pourcents de fuites sur l'ensemble du réseau entre le lieu d'exploitation et votre cuisinière pour que le bilan sur le réchauffement climatique soit à peu près le même que celui du charbon. Donc, c'est en train d'être étudié plus précisément, mais on pourrait aussi disqualifier le gaz comme étant un moyen d'amoindrir ou d'atténuer notre impact climatique. Le taux de retour énergétique, c'est une notion cruciale. Je donnerai des chiffres, on ne va pas s'intéresser trop aux chiffres tout à l'heure, on va s'intéresser à la logique de la chose. Le taux de retour énergétique, c'est quelque chose qui concernait aussi nos ancêtres homo tout à l'heure quand ils chassaient un troupeau. Le taux de retour énergétique, c'est l'énergie que j'investis pour obtenir de l'énergie en retour. C'est le différentiel entre les deux. Quand une communauté de chasseurs-cueilleurs part à la chasse, elle fait un calcul par expérience entre le nombre de chasseurs qu'il faut envoyer, parce que c'est aussi un risque, donc un chasseur peut se faire tuer, ils sont évidemment beaucoup moins protégés que nous le sommes. Donc il y a un rapport entre ce que la société est capable d'investir pour récupérer de l'énergie avec les proies et l'intérêt de le faire. Et ce ratio-là, c'est ce qui fait tourner les communautés.
c'est le différentiel entre l'énergie qu'on a investie, le nombre de chasseurs qu'on a envoyé chasser, et le nombre de proies qu'on a ramené. Si on envoie trop de chasseurs, qu'on ramène trop de proies, c'est trop dangereux, ça ne vaut même pas le coup de le faire, et la société doit s'ajuster à ça. C'est pareil pour l'agriculture. Le taux de retour énergétique, c'est la quantité d'humains ou de machines qu'on envoie sur le terrain pour faire sortir du sol des ressources énergétiques alimentaires. Il y a ce ratio-là qui est valable aussi. Mais évidemment, il est encore plus important pour calculer l'intérêt d'exploiter les hydrocarbures qui sortent du sol, puisque nécessairement, il faut de l'énergie pour les sortir du sol. Et c'est là où c'est très important. A contrario des communautés de chasseurs-cueilleurs qui pouvaient se déplacer, chasser un autre troupeau avant son extinction, bref. Là, il y a une loi physique qui dit que quand on creuse, c'est chaque jour plus difficile de sortir quelque chose du sol. Je le dis de façon simple, mais c'est aussi simple que ça. Quand vous mangez votre pot de Nutella, confiture, ouais. Au début, vous avez une petite cuillère, c'est facile, voilà, le geste est tout simple. Et puis au bout d'un moment, la petite cuillère est trop courte, elle ne va pas jusqu'au fond. Et puis il faut une cuillère plus grande et plus de temps avant de sortir tout ce qu'il y a au fond. Mais c'est pareil pour le gaz. Alors pour le gaz, c'est un peu plus technique que ça, mais pour le charbon et le pétrole, la loi est stricte. C'est plus difficile chaque jour qui passe, c'est plus profond, donc plus difficile à sortir. L'énergie nette, c'est donc le rapport entre ce qu'on a investi en barils de pétrole, par exemple pour construire une infrastructure pétrolière maritime. Il faut une quantité d'énergie folle pour fabriquer une plateforme maritime. Eh bien, si la fabrication de cette plateforme est trop coûteuse par rapport à l'énergie qui sera sortie, c'est même pas la peine de la faire. Je vais donner quelques chiffres qui seront à titre indicatif. Et ils montrent bien cette loi physique-là. Le taux de retour énergétique du pétrole, en 1900, était à peu près 100 pour 1, c'est-à-dire qu'on investissait un baril pour fabriquer un derrick, et on en sortait 100. C'était faramineux, incroyable. Donc on pouvait faire soit 100 autres derricks, soit faire rouler des centaines, des milliers de voitures. En 1990, on voit la chute tout au long du siècle. Il n'est plus que de 35 pour 1. En 1990, vous étiez pas tous nés, loin s'en faut. En 1990, on était déjà plus qu'à 35 pour 1. On investissait 1, on récupérait 35. Et aujourd'hui, j'ai donné une fourchette parce que les valeurs sont très discutées et elles ne sont pas si importantes que ça en termes stricts. On s'en fiche de savoir si c'est 13 ou 15, mais il faut retenir que la fourchette est entre 10 et 20. On investit un baril de pétrole, on en récupère entre 10 et 20. Et le problème que nous avons, alors là je parle pour le pétrole conventionnel, mais les sables bitumineux sont déjà sur des taux de retour énergétique très très bas, entre 2 et 4 pour 1 pour les sables bitumineux. Les agrocarburants, alors les agrocarburants vous connaissez peut-être à AgroParisTech. Le taux de retour énergétique est sans intérêt, d'après les lectures que j'ai pu faire, puisqu'on investit un baril de pétrole, on récupère l'équivalent d'un baril de pétrole, donc ça tourne, c'est un cercle sans vertu, quoi. Le pétrole de schiste, environ 1,6 pour 1, etc., etc. Le gaz naturel n'est pas si mal. Mais le problème que nous avons, alors je vais aller au slide d'après, bon, je vais rester sur celui-ci. Alors, comparativement, on a d'autres ressources d'énergie qui semblent avoir de bons taux de retour énergétique. L'hydroélectricité, si on fait des calculs simples, à mon avis, ils sont un peu biaisés parce que même l'hydroélectricité dépend d'autres ressources énergétiques, mais entre 35 et 45 pour 1, donc c'est plutôt intéressant, manifestement. Le nucléaire, très discuté, autour de 10 pour 1, ou de 1 pour 10, je ne sais plus comment on le dit. Et l'éolien et le solaire, les estimations sont très variables et très politisées. Alors c'est compliqué de faire la part du bon grain et de l'ivraie, mais autour de 10 pour 1. Bon, à retenir, vous avez suivi la logique. Nos sociétés se sont développées à partir essentiellement du charbon, évidemment, au XIXe siècle, mais la grande accélération, elle est due au pétrole. Vraiment l'accélération massive, y compris démographique. Elle s'est faite tout au long du XXe siècle et elle s'est faite sur une énergie dont le taux de retour énergétique était miraculeux au début du XXe et quasiment très très mauvais à la fin du XXe et aujourd'hui. Nous sommes confrontés à des lois physiques.
chaque jour qui passe, nous aurons de plus en plus de mal à approvisionner en énergie nos corps, indirectement par l'alimentation, mais aussi nos tablettes, nos voitures, les avions, etc., à cause d'une simple loi physique. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le socle de ce développement-là, c'est le pétrole. Et voilà l'autre souci que nous avons. Je vous ai dit tout à l'heure que le taux de retour énergétique du pétrole était situé quelque part entre 10 et 20, et il y a aussi des estimations du taux de retour énergétique nécessaire pour que nos sociétés fonctionnent, tout simplement. Et il se situerait, là aussi les chiffres ont moins d'importance que la logique, autour de 12-14. Donc il faut comprendre un petit peu le contexte de crise économique dans lequel on se trouve et comment il peut être connecté à cette rencontre entre nos besoins de sociétés extrêmement consommatrices d'énergie et la baisse de l'énergie nette chaque jour qui passe. Il y a quelque chose de structurel dans la crise économique. Je vais préciser ça petit à petit. Alors voilà, ça c'est un slide qui n'est pas nécessaire de lire, mais c'est pour dire que nos sociétés se sont construites sur le socle du pétrole, du charbon, et qu'elles ont investi dans d'autres énergies, le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque très récemment, mais que ça ne change rien au socle historique. Le socle historique, ça reste le pétrole, qui lui est confronté à la loi physique. Et que le nucléaire et le photovoltaïque et l'éolien ne changeront pas. Donc, la substitution dont on a vu qu'elle n'avait jamais eu lieu, grâce au graphique qu'on a vu tout au début, vous vous souvenez, elle est extrêmement hypothétique. Vous voyez? On va préciser ça. Et on va préciser ça avec un graphique, à mon sens, très parlant. Voici la consommation d'énergie entre 1965 et 2016. Évidemment, en noir, c'est tous les hydrocarbures. Ici, vous avez en bas, en bleu, l'hydroélectricité, le nucléaire ici, et les trois épaisseurs du trait, là, c'est le solaire, le photovoltaïque et la biomasse. Je sais bien que tous les médias, tout le temps, que les politiciens, dès qu'ils parlent d'écologie, évoquent les énergies dites de substitution, en proclamant que la substitution était non seulement évidente, mais en plus déjà en place, et que nous allions réduire nos émissions de CO2 grâce à cette substitution des ressources énergétiques, des moyens de production d'énergie. Mais vous voyez que ce n'est absolument pas ce qui se passe. Et ça n'est pas ce qui se passe, et dans des proportions totalement opposées, quoi. Ça n'est pas ce qui se passe, et le développement de l'éolien et du photovoltaïque est extrêmement marginal. Je vais évoquer Jean-Marc Jancovici, il dit très bien que sur 15 ans, au début du XXIe siècle, donc, on a développé 35 fois plus le charbon que le photovoltaïque. On a développé 10 fois plus le charbon que l'éolien. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les schémas politiques qu'on nous décrit. Il ne se passe pas dans le réel ce que les politiques et les écologistes technoscientistes, on va dire, estiment ou espèrent. Il se passe autre chose. Et en pourcentage, alors là, vous aviez l'augmentation de la consommation d'énergie, et en pourcentage, vous voyez que ça se confirme. Le pourcentage reste très faible, et il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de substitution, quoi. Voilà, entre 1965 et 2015, le pourcentage de l'hydro, de l'éolien, etc., ça reste à peu près le même d'ailleurs pour l'hydro, et sans aucune substitution. Ou quasiment pas. Alors, je vais parler de quelque chose d'un peu technique, mais qui me paraît important. Pourquoi, peut-être, y a-t-il autant de focalisation sur les énergies dites de substitution? Parce que nous avons effectivement ce problème de loi physique de l'extraction des ressources fossiles. Ce qui affecte nos économies. Nous avons moins d'énergie pour alimenter nos sociétés, le PIB tourne moins, nous avons donc un problème économique. Il faut le résoudre, sinon nous avons des demandes économiques en tant que citoyens, nos retraites, nos avantages sociaux, nos salaires,
tout ça est connecté à l'énergie qui traverse nos sociétés. Imaginons que des financiers investissent dans les énergies renouvelables parce qu'on leur dit que ça va se substituer au pétrole et que ça va pouvoir résoudre le climat. Ce qui se passe, c'est que ça génère un petit modèle économique, un moyen de richesse pour eux et pour les industriels qui fabriquent les panneaux solaires et l'éolien. Comment le système économique va-t-il exploiter cette richesse supplémentaire ou cette dette supplémentaire, puisque maintenant il n'y a plus vraiment de richesse déconnectée d'une dette? Est-ce que vous pensez qu'on va moins exploiter les hydrocarbures ou est-ce qu'on va se servir de cette richesse pour maintenir aussi longtemps que possible le fonctionnement de nos économies? Puisque nous, en tant que citoyens, quand nous votons pour avoir nos 2% de croissance supplémentaire. D'accord? Donc les politiques, les industriels, ils ont envie de répondre à ces 2% de croissance supplémentaire. Alors, est-ce que vous pensez que le système va mettre en place des systèmes énergétiques qui vont se substituer, remplacer, ou est-ce qu'ils vont se servir? Ou est-ce que le système économique va se servir de la richesse apportée par les panneaux solaires et le photovoltaïque et le nucléaire également, simplement pour maintenir notre économie déjà défaillante? C'est ça la question. L'hypothèse du renforcement synergique des énergies, pour moi, c'est dire que potentiellement, quand on développe des énergies de substitution, la richesse ou la dette spéculative qui est générée par ces énergies de substitution n'est pas du tout utilisée pour réduire notre activité économique, évidemment, mais plutôt pour la maintenir et nous aider à lutter contre la loi physique de l'extraction des hydrocarbures. Si vous voulez, dans les questions, j'essaierai de préciser ça. Mais retenez que vu qu'on n'a jamais observé historiquement de substitution, il faut bien poser des hypothèses qui permettent de répondre à ça. Je m'ennuie beaucoup, je me lasse considérablement de ce discours proclamatif qui décide qu'on peut substituer les énergies par les autres. Ça ne s'est jamais vu. Pour moi, ça s'appelle un raisonnement à rebours. On ne peut pas décider de ça tant qu'on ne l'a pas jamais vu. Tant qu'on ne l'a jamais vu. C'est spéculatif à mon sens. Alors voilà, ça c'est une courbe maintenant utilisée par tous les analystes de l'énergie, tous les énergéticiens. C'est la proportionnalité absolument non négociable et très claire entre la consommation d'énergie et le PIB. Voilà ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure depuis la chasse que nous faisions à la mégafaune pour nous nourrir. La taille de nos sociétés, la dynamique de nos sociétés, la capacité de nos sociétés à fournir des biens, des maisons, des avantages, cet amphithéâtre, à alimenter nos tablettes, donc à générer de la richesse dont nous profitons puisque nous avons des salaires, etc. Rien de cette richesse-là, et le processus est historique, n'est indépendant de l'approvisionnement en énergie, c'est-à-dire de l'énergie, du flux d'énergie qui traverse nos sociétés. C'est un petit peu là ce que j'espère, non pas démontrer, mais c'est que nous ne pouvons pas détacher le PIB de l'approvisionnement énergétique. L'approvisionnement énergétique se confronte à des lois physiques. Si nous prolongeons le raisonnement, alors on ne va pas donner le mot, on ne va pas dire effondrement peut-être encore, mais nos sociétés ne peuvent pas physiquement maintenir leur PIB éternellement sur l'élan qu'il a eu jusqu'à présent. Alors, la conclusion de ce chapitre-là, c'est qu'à elles seules, évidemment, les ressources, elles appliquent un déclin. Alors voilà, je ne parle pas encore d'effondrement, mais oui, un déclin économique sur la base de la physique est inéluctable, à mon sens. Mais toute cette industrie, toute cette exploitation énergétique, l'agriculture, etc., ça a aussi généré des déchets. Le déchet, le déchet, c'est par exemple le CO2, ce dont on parle évidemment beaucoup. En 1850, et depuis de nombreux... alors, je vais parler brièvement d'une hypothèse qui a été proposée par le chercheur Rudiman, qui estime, vous savez, j'ai parlé de la période de la civilisation entre moins 10 000 ans et aujourd'hui. Entre moins 10 000 ans et aujourd'hui, ça va peut-être vous intéresser cette hypothèse, vous qui êtes à AgroParisTech. C'est une simple hypothèse de travail, mais qui peut être intéressante pour comprendre les processus au temps long. Selon cette hypothèse,
vous savez que le climat s'est beaucoup transformé entre 10 000 ans et aujourd'hui, enfin entre moins 15 000 et moins 10 000, il y a eu une sorte de réchauffement, et puis une étonnante, surprenante, une certaine stabilité climatique depuis moins 10 000 ans. Beaucoup disent que c'est grâce à cette stabilité climatique que nos civilisations ont pu se développer, etc., l'agriculture en particulier. Il y a une hypothèse, d'ailleurs je serais ravi d'échanger avec vous parce que vous avez plus d'informations que moi, qui estime que le jeu d'exploitation des forêts, en particulier donc d'abattage des forêts par l'humain depuis 10 000 ans, d'agriculture, a en soi émis du CO2, mais surtout du méthane, enfin du CO2 et du méthane, parce que simplement l'exploitation des terres, l'abattage des forêts et l'agriculture, ça émet du méthane, et ça émet du CO2. Alors, en quantité beaucoup moins grande qu'aujourd'hui, évidemment. L'hypothèse Rudiman, c'est celle de dire que ces émissions humaines, anthropologiques, anthropogéniques, de CO2 et de méthane, auraient stabilisé en partie le climat de l'Holocène. Donc cette exception climatique que nous vivrions encore aurait été déjà un artifice anthropogénique. Ce qui permettrait, je parle au conditionnel, de mieux comprendre cette accélération du réchauffement climatique. Merci. Donc voilà, 280 parties par million en 1850 à plus de 400 aujourd'hui. C'est tout ce surplus de CO2 vient évidemment des hydrocarbures et de l'agriculture. Le réchauffement actuel est à peu près de 1 degré. Je ne vous l'apprends pas, vous le lisez désormais partout. Une notion à retenir, 93% de la chaleur en surplus due à l'effet de serre, je ne vais pas le décrire puisque vous le connaissez aussi, 93% de ce surplus de chaleur est assimilé par les océans. C'est les océans qui absorbent ce surplus de chaleur, 93% de ce qui est dû au réchauffement climatique par nous. 3% pour les terres, 3% pour les glaces qui fondent. Les 1 degré de réchauffement que nous vivons, c'est 1% de la totalité de la chaleur en surplus due au réchauffement climatique. Tout le reste, c'est dans les océans. C'est important à retenir parce qu'une des craintes des climatologues, c'est évidemment un dégagement de cette chaleur par les océans à terme. Ou alors, ponctuellement, on connaît l'effet El Niño. Le balancement entre El Niño et El Niña, qui sont des dégagements de chaleur de l'océan. Et vous savez que cette année a été la plus chaude sans El Niño, ni El Niña. Voilà. Donc on arrive à des questionnements très très inquiétants sur le climat, dans le sens où on sait que l'essentiel de la chaleur n'est pas dans l'atmosphère, sous les océans, et est prête à ressortir à terme. Ce qui fait que le réchauffement climatique, la fourchette, même par les climatologues les plus conservateurs historiquement, est aujourd'hui estimée entre 3 et 6 degrés à l'horizon 2100. On verra tout à l'heure que 3 à 6 degrés à l'horizon 2100, c'est pas, ça s'arrête à 5 degrés, et c'est stable après. C'est pas ça du tout. Et puis, il y a un autre paramètre qui est très inquiétant lui aussi, c'est que 1 degré de réchauffement, c'est la moyenne mondiale. On met des thermomètres un peu partout autour de la planète, et on fait la moyenne et on obtient 1 degré. Mais les terres, les surfaces émergées, rayonnent un petit peu plus d'infrarouge que les océans, évidemment. Et réchauffent un peu plus l'atmosphère au-dessus d'elles. Les terres réchauffent plus l'atmosphère au-dessus d'elles. Donc, pour 1 degré de réchauffement, on observe déjà entre 1,5 et 2,5 degrés supplémentaires au-dessus des terres. C'est quelque chose qui est parfaitement mesuré dans les Alpes, par exemple. Les glaciers fondent beaucoup plus vite qu'on ne l'avait estimé, et c'est à cause de ce facteur-là. L'effet d'albédo, plus ça fond, plus vous avez du sol qui ne réfléchit plus et qui réchauffe, puisque la glace réfléchissait et elle fond, elle s'en va. Donc l'albédo est modifié, et il y a encore plus de chaleur. Ça s'appelle une boucle de rétroaction positive. Plus la glace fond, plus la glace fond. Plus la glace fond, plus elle réchauffe le climat, plus elle fond, etc. etc. Une boucle de rétroaction positive. Et évidemment, vous avez vu qu'au Canada, au Québec, il a fait extrêmement froid cet hiver, mais c'est parce qu'il faisait extrêmement chaud au pôle Nord. Donc il y a des effets comme ça de déplacement de masse de chaleur, et au pôle Nord, c'est vraiment, il fait beaucoup plus chaud que plus 1 degré de moyenne. Et justement, la NASA a... Alors, il y avait un article qui est sorti il y a quelques années qui ne cesse d'être confirmé. Il semblerait que désormais, quoi qu'il arrive, même si nous réussissions à stabiliser le réchauffement climatique, désormais, quoi qu'il arrive, l'essentiel du pôle Nord fondrait. Parce que là aussi, il y a un système d'auto-entretien de la fonte des glaces. La mer
réchauffe par en dessous, l'albédo est modifié, donc la glace réfléchit moins, donc elle réchauffe plus, elle fond plus, il y a un système d'auto-emballement. La NASA elle-même dit que l'Arctique pourrait fondre quasi en totalité, à terme. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est bien mesuré maintenant malheureusement, les rendements agricoles baissent pour le blé, le riz et le maïs. Et puis il y a un problème de rapidité. Si il y a eu des réchauffements par le passé qui n'ont pas trop impacté les écosystèmes, c'est parce qu'ils étaient, alors je ne vais pas parler des cycles Milankovitch, vous pouvez noter les cycles de Milankovitch, qui sont les cycles, on va dire, qui sont les relations qu'établit la Terre avec le Soleil, son inclinaison, sa distance, l'orientation, son écliptique, etc. Tout ça, ce sont des choses connues qui ont fait varier le climat. Les climato-sceptiques utilisent beaucoup cet argument pour dire que nous sommes sur un cycle solaire particulier et que du coup le réchauffement ne serait pas dû à l'activité humaine. Évidemment, c'est faux. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les réchauffements précédents, historiquement, se sont faits à des vitesses que les écosystèmes pouvaient absorber. Mais celui-ci, 1 degré en 100 ans ou 150 ans, c'est infiniment trop rapide pour les écosystèmes qui ne peuvent pas suivre. Les animaux arrivent à peu près à suivre. D'ailleurs, on voit déjà les espèces de poissons qui migrent. Et les pêcheurs sont complètement désorientés. Ils ne trouvent plus les espèces qu'ils trouvaient il y a 20 ans au même endroit. C'est certain pour eux. Ils sont obligés de remonter au nord, etc. Mais il y a un problème pour les forêts qui ne peuvent pas, elles, se déplacer à la vitesse du réchauffement. Et par ailleurs, elles sont déstabilisées sur leur fonctionnement systémique. En Amazonie, désormais, le réchauffement a modifié les habitudes des insectes, a modifié le fonctionnement bactériologique des sols. Et il y a quelques articles qui sortent malheureusement aujourd'hui qui disent que la forêt amazonienne, qui était dans nos espoirs un puits de carbone, qui aurait la capacité de récupérer une partie du CO2 atmosphérique, commencerait à saturer et à ne plus être capable de récupérer le dioxyde de carbone atmosphérique. Nous avons... Alors, les forêts seraient de moins en moins capables de le faire. Les océans, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire, récupérer le dioxyde de carbone, mais c'est pareil, il y a un problème de vitesse, et puis il y a un problème de quantité, et surtout, il y a un problème d'acidification. C'est-à-dire que le dioxyde de carbone, quand il est absorbé par les océans, il change le pH de l'eau, ce qui est évidemment très problématique pour les organismes vivants. En plus, plus il y a de carbone dans les océans, moins ils sont capables d'absorber le carbone, ce qui finit par être totalement... le système va finir par se verrouiller potentiellement. Pour 30% d'acidification en plus depuis l'ère industrielle. Pour une acidification équivalente, il y a moins de 252 millions d'années, lors de l'extinction du Permien. Alors les comparaisons ne sont pas toujours valides, mais celle-ci est intéressante. Pour une acidification équivalente, la Terre a assisté à 96% d'extinction de vie marine. Donc il est possible que ce qui se passe aujourd'hui dans les océans, à terme, provoque l'extinction d'une quantité phénoménale de vie marine. Aujourd'hui, alors, le discours, on va dire, accepté maintenant, c'est de dire que la fourchette à l'issue de 2100, c'est d'entre 3 et 6 degrés de réchauffement. Mais cette fourchette-là, elle reste celle des estimations encore à peu près optimistes, c'est-à-dire celle où on arriverait à tempérer, à modérer nos émissions de CO2. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure que nous n'arrivions pas ni à la substitution, ni à consommer moins d'énergie chaque jour, il se trouve que nous n'arrivons pas à ne pas suivre le pire des scénarios du GIEC. Aujourd'hui, en termes de volume d'émissions, nous suivons strictement le scénario RCP 8.5, qui est celui qui, si nous continuons sur la même trajectoire, nous mène au cours du siècle prochain à plus 8 degrés, et je vais même vous montrer le schéma, c'est encore plus inquiétant. Alors ce sont des chiffres du GIEC, hein, c'est-à-dire que le GIEC est plutôt estimé conservateur dans ses projections. Hein. Donc là, nous suivons le scénario rouge, nous sommes ici, et ça c'est sûr, nous suivons le scénario rouge, RCP 8.5. Si nous ne dévions pas, et nous avons de moins en moins de chances de le faire chaque jour qui passe, évidemment, si nous ne dévions pas du scénario rouge, alors évidemment 2100, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est entre 4 et 6, pas de problème.
Mais vous voyez où ça mène. Parce que les écosystèmes, la biosphère, est un système à inertie très longue et qui met du temps à réagir à une modification de la composition de son atmosphère, par exemple. Donc, on ne parle jamais des projections après 2100 dans les médias, et vous comprenez pourquoi. Ici, même le scénario RCP6, vous voyez bien qu'il va sur des projections très inquiétantes aussi. Bref. Ces scénarios-là, ils sont malheureusement quasiment abandonnés. Il faudrait que la société s'effondre. Alors, je plaisante là-dessus, mais c'est une vraie question. Aujourd'hui, personne n'arrive à savoir si un effondrement de la civilisation thermo-industrielle pourrait nous faire gagner des degrés à la fin du siècle. Parce que si la société s'effondre, elle émet évidemment beaucoup moins de CO2 par l'exploitation des hydrocarbures. C'est une question ouverte à laquelle ni le GIEC ni personne n'a encore vraiment répondu. On n'y répondra que devant le fait accompli. Alors, je parlais du rythme de réchauffement. Il se situera entre 0,25 et 0,5 degrés par décennie. Je parlais de la chute de la capacité d'absorption de CO2 de l'Amazonie. En fait, c'est une déforestation stricte qui se déroule à ce rythme-là de réchauffement. Parce que les arbres ne se déplacent pas, qu'ils ne peuvent pas se reproduire évidemment assez vite pour que leur patrimoine génétique change et évolue avec les besoins du climat, etc., avec l'influence du climat, etc. Et c'est en fait ce que nous observons déjà en France, aux États-Unis. Les arbres meurent sur pied et ne peuvent pas suivre la vitesse du réchauffement climatique. Alors un point très polémique, mais qui fait de moins en moins polémique parce que c'est certain. La décision politique de dire que 2 degrés, ça avait une valeur quelconque, est totalement absurde. Une valeur de sécurité par rapport au climat. Et en fait, on trouve dans les rapports du GIEC, c'est-à-dire des rapports internes ou qui sont même rendus publics, puisque moi je les ai trouvés, donc ce n'est pas des secrets. Il y a des textes en interne, donc des études très précises, très fouillées, très élaborées, qui disent que de toute façon, à 1,5 degré de réchauffement, on est déjà sur des dérégulations chaotiques de la biosphère. Chaotique, ça veut dire que c'est imprédictible, alors peu importe, mais c'est surtout très, très problématique pour les écosystèmes, parce que chaotique, ça veut dire changeant très rapidement. Et on le voit maintenant déjà. C'est trop tôt pour avoir des statistiques très fiables, mais on devine bien que les ouragans qui remontent jusqu'en Irlande, c'est absurde. On devine bien que 3 tempêtes dans le même hiver en France, c'est absurde aussi. Voilà. Une cabine dans le massif du Mont Blanc est tombée suite à un vent à 250 km/h. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. On rentre dans un phénomène chaotique au sens strict, où les phénomènes extrêmes risquent d'être vraiment plus fréquents. Et le GIEC le dit en fait depuis 2014. Le chiffre que j'ai là sur 1,5 degré qui génère un climat chaotique, c'est le GIEC depuis 2014. 2015, pardon, mai 2015. Bon, je peux le lire. À partir de 1,5 degré de réchauffement, le changement climatique entrerait déjà dans une phase d'évolution non linéaire, aux effets globaux irréversibles et particulièrement hostiles à la vie dans son ensemble. C'est le GIEC qui écrit ça, hein. C'est pour ça que je tenais à vous le dire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai sorti de mon chapeau, et c'est surtout, ça provient d'un texte d'un organisme plutôt conservateur. Bien, pour des raisons méthodologiques et politiques. Je vais vous demander 2 minutes d'attention, un petit peu comme pour l'hypothèse du renforcement synergique tout à l'heure. L'inertie climatique. Je vous avais dit que je vous donnerais des mauvaises nouvelles ce soir, j'en ai plein. L'inertie climatique, c'est le temps que met l'atmosphère à réagir à une quantité X d'ajout de CO2. D'accord ? On peut se dire, ben voilà, on démarre sa voiture, ça émet quelques centaines de grammes de CO2 dans l'atmosphère, et ben tout de suite il fait plus chaud en fonction de ce volume de CO2 ajouté. Ben en fait, pas du tout. Et c'est très long. Le temps que l'atmosphère met à réagir à un ajout de CO2 s'étend sur, en moyenne, enfin sur l'estimation qui tourne autour de 40 ans. D'accord ? 40 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les efforts qu'on fait aujourd'hui pour réduire, alors les efforts éventuels que nous ferions aujourd'hui pour réduire nos émissions de CO2, que nous ne faisons pas, auraient un effet après 2050. Ça veut dire que le climat de 2050, si nous arrêtons immédiatement toutes nos émissions de CO2, il est déjà impacté.
physiquement. C'est structurel. L'atmosphère, c'est sa vitesse de réaction naturelle. C'est au-delà de toute capacité d'influence pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut dire que le climat détérioré que nous observons aujourd'hui, il est l'effet des émissions de CO2 des années 70-80 à peu près. Ça veut dire que émotionnellement et scientifiquement, nous constatons, nous mesurons quelque chose qui a été provoqué par un événement ou un ensemble d'événements qui a eu lieu il y a très longtemps, sur lesquels nous n'avons plus aucune influence, c'est le passé. Et l'influence que nous avons aujourd'hui, qui est réelle, hein, nous pouvons arrêter si nous le voulons, je ne suis pas sûr que nous le voulions vraiment, mais nous pouvons arrêter d'émettre du CO2, ça n'aura d'effet sur le climat que dans 40 ans. Il y a un décalage émotionnel et psychologique entre ce qu'on fait et la réalité qui est de 80 ans. Nous mesurons des choses qui ont 40 ans d'âge. Ce que nous faisons aura un effet dans 40 ans. Ça fait un décalage de 80 ans, en fait. C'est à peu près la moyenne de durée de vie que nous aurons dans la Terre, quoi. Voilà. Alors, je parlais du fait que les températures au-dessus des terres soient plus élevées que pour la moyenne mondiale. Évidemment, pour 2 degrés, on aurait plus 4 degrés au-dessus des terres. Plus 4 degrés au-dessus des terres, il faut se projeter, vous qui étudiez l'agriculture, dans ce que ça veut dire en termes d'agriculture, ne serait-ce que pour l'irrigation. 4 degrés de plus en moyenne, hein, sur l'année au-dessus des terres. On voit déjà des températures de 50 degrés au Moyen-Orient, en Australie. On le voit déjà, mais c'est pour 1 degré de réchauffement. Bien. Voilà, il y a des calculs sur les estimations de baisse des rendements agricoles. Pour 2 degrés, on a une baisse de 30% des rendements agricoles. Pour 4 degrés, on a une baisse de 60% des rendements agricoles. Je reviens au tout début de ma présentation. Vous vous souvenez que la quantité d'énergie qui traverse une société, c'est ce qui permet la démographie aussi. La démographie, c'est directement l'alimentation. La santé, évidemment aussi, les soins, toutes les techniques autour, mais c'est très essentiellement l'alimentation. Imaginez, pour la démographie mondiale, ce que ça veut dire plus 2 ou plus 4 degrés en plus pour l'agriculture. C'est-à-dire 30% et 60% d'alimentation en moins pour l'humanité. Voilà, alors j'ai utilisé cette illustration, pas parce qu'elle est totalement juste, parce qu'il y a des aberrations, des choses qui ne sont pas tout à fait crédibles, mais c'est pour que vous voyiez un petit peu, pour 4 degrés, les zones qui deviennent désertiques. Ça se lit c'est la littérature du GIEC, de la NASA et autres qui permettent de faire ces projections-là. Vous voyez que entre le nord de la France et jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, il n'y a plus beaucoup de surfaces réellement cultivables. En vert au-dessus et en dessous, en fait, le graphique dit que ça serait exploitable pour l'agriculture, mais évidemment, ce sont des zones où il y a peu d'humus historiquement. Alors, vous le savez mieux que moi, AgroParisTech, mais il y a peu d'humus puisqu'il n'y a pas de soleil, moins de soleil, et que le couvert végétal est très peu épais. Enfin, la végétation ne permet pas la création d'humus autant qu'à l'équateur ou dans les zones tempérées comme en France et en Europe. Donc oui, on fera peut-être de l'agriculture en Sibérie, mais jamais avec des rendements équivalents à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Un encadrement, un modèle qui permet de bien comprendre, qui permet de mettre des mots, on va dire, sur ce que j'ai dit implicitement jusque-là et sur ce mot qu'on va finir par vraiment assumer, qui est celui d'un risque d'effondrement. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui estime qu'on va s'effondrer en 5 ans et de la même façon partout et que la civilisation industrielle va tomber rapidement. Je ne crois pas ça du tout. Je ne crois pas ça n'évacue pas totalement l'hypothèse d'un effondrement systémique brutal. Je ne peux pas évacuer cette hypothèse-là, parce que statistiquement, les signes noirs, ça fait partie des possibles. Mais probablement, si on étudie les civilisations passées qui ont vécu des effondrements, les Romains, les Mayas, etc., les effondrements, pour quelque raison que ce soit, climatiques, guerriers, maladies, famines, etc., c'est toujours plus long que ce qu'on imagine.
Nous vivons dans une culture très focalisée sur un apocalypse rapide, mais c'est peut-être un biais culturel civilisationnel. Voilà. Je ne crois pas tellement à cette hypothèse-là, même si je ne peux pas l'évacuer. Quoi qu'il en soit, les estimations qu'on peut faire et qui sont, elles, fondées sur des études scientifiques, peut s'appuyer sur un modèle qui date de 1972, qui a été un des livres, alors c'est le rapport au Club de Rome, qui a été apporté donc par Donella et Dennis Meadows en 1972. C'est un modèle mathématique qui étudie la dynamique des systèmes en fonction de paramètres et puis qui les fait évoluer dans le temps avec des modèles. Enfin, moi, je ne suis pas mathématicien, pas statisticien, donc je ne comprends pas comment ça a été fait, mais je vois bien le résultat, je comprends bien le résultat. On rentre le paramètre agriculture, pollution, rendement agricole, pardon, j'ai déjà dit, le PIB et les ressources. Donc, vous voyez les ressources qui ici chutent, le PIB par tête, etc., la production industrielle et la pollution. La pollution, dans le rapport Meadows, c'est quelque chose qui englobe, le rapport Meadows n'a pas de modèle climatique précis, c'est un petit peu tout mis dans la pollution. Quoi qu'il en soit, ce rapport qui rend envieux, c'est un rapport qui n'a pas été fait par des économistes, mais par des physiciens et des statisticiens du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, excusez mon accent. Donc c'est un modèle économique fait par des non-économistes que les économistes jalousent parce qu'il a été plus précis jusqu'à présent que tous les modèles économiques. Là, je vous renvoie encore à Gaël Giraud qui le dit mieux que moi, qui lui comprend les données en arrière-plan. Et donc, plusieurs scénarios sont issus de ce rapport Meadows. Des scénarios avec des choix politiques différents ou des orientations technologiques différentes, voilà, ou des évolutions de la pollution différentes, etc. Mais il y a un scénario qui est ressorti, c'est le scénario business as usual, et qui a donné des courbes qui envisagent, ce n'est pas prédictif du tout, c'est un modèle, donc qui envisage un effondrement des sociétés thermo-industrielles autour de la décennie 2030. Et ce modèle-là, il a été vérifié par Turner sur cette période de 40 ans ici, là, jusqu'en 2008. C'était vérifié en 2008. Et malheureusement, les courbes la réalité a très bien suivi le modèle prédictif de 72. Alors, modèle pas prédictif, le modèle qui envisageait l'évolution de nos sociétés au cours de ce siècle. C'est donc pour nous un indicateur, un repère. Qu'est-ce qu'il se passera au niveau mondial lorsque la capacité de nos sociétés à financer les différents problèmes qu'elle aura, c'est-à-dire la fin des ressources et la pollution, le dérèglement climatique, la baisse des rendements agricoles, qu'est-ce qui se passera quand économiquement nos sociétés n'arriveront plus à pallier le taux de retour énergétique dont je parlais tout à l'heure par exemple, eh bien elles risquent de s'effondrer. Et vous voyez que après 2030, il y a aussi un impact sur la population, un impact démographique, ce qui fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur les rendements agricoles, etc. Alors, on arrive à la presque fin de l'intervention. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à modifier le cours de cette évolution assez inquiétant? Bon, il y a deux manières d'ignorer les choses. La première, c'est de les ignorer. Bon. La seconde, c'est de les ignorer, de croire qu'on les sait. Et la seconde est vraiment pire que la première. Et je crains que nos sociétés aient fondé, évidemment, l'avenir économique, industriel, l'avenir culturel aussi, puisque nous sommes portés par des fantasmes culturels, sur des croyances. Sur des croyances, et c'est là que c'est à mon sens très problématique, sur des croyances que la science ne valide pas. La science évite de faire des prédictions, elle ne le fait pas. Mais en appui sur les lois de la thermodynamique, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est ça dont j'ai parlé quand j'ai parlé d'énergie, je n'ai parlé que de thermodynamique. En appui sur des modèles statistiques comme le rapport Meadows, en appui sur l'analyse des rendements agricoles de façon très scientifique, on a bien vu depuis très longtemps que quelque chose allait achoper au bout d'un moment. Pour tout dire, les premières inquiétudes sur la fin de la société thermo-industrielle ou sur la destruction de l'environnement
sur l'abattage des forêts beaucoup trop massif, etc., ne date pas des 40 dernières années. Ça date plutôt de la rencontre entre la science et les inquiétudes réelles des gouvernants pour développer leur société, et c'est du 19e siècle. Je vais parler de Jevons, par exemple, je ne l'ai pas mis là, mais Jevons, c'est un économiste, 1864-65, Jean-Pierre, je ne sais plus, qui a fait une analyse sur les machines à vapeur. Et il était surpris que lorsqu'on augmente la capacité, qu'on augmente le rendement des machines à vapeur, eh bien, bizarrement, on augmentait aussi la consommation de charbon. Ce qui n'était pas très logique, puisque normalement, si la technologie progresse, la ressource énergétique qu'elle consomme devrait être moins consommée. Eh bien, c'est ce qu'il a appelé le paradoxe de Jevons, c'est que quand une technologie progresse en termes de rendement, qu'elle consomme moins d'énergie par unité, en fait, on en fabrique d'autant plus qu'on a économisé sur chaque unité. Et c'est ce qui s'est passé depuis 150 ans à chaque fois qu'on a fait un progrès technologique. Donc, le paradoxe de Jevons, c'est 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle. C'est quelque chose qui aurait dû nous inquiéter gravement sur notre capacité à gérer les ressources. Là, c'était sur le charbon, mais c'est un modèle qui se généralise à peu près tout. Et depuis ces dernières années, on a mesuré ça, l'effet rebond, pour le nommer. Le paradoxe de Jevons, c'est l'effet rebond. On l'a mesuré sur la consommation d'ampoules électriques, sur la circulation automobile, sur tout ce qui a été prévu comme étant économe en énergie et en ressources. Il s'est exactement passé l'inverse. C'est ce que je vous disais aussi par rapport à la consommation de ressources, d'énergie, qui se sont toujours toutes additionnées. Dans le réel, il se passe exactement l'inverse que ce que nous fantasmons sur le plan écologique. Autre chose, Jevons, donc économiste britannique, a compris ce qui allait se passer et il était donc à la croisée des chemins et il s'est demandé s'il fallait exploiter à fond le charbon et du coup être sûr d'avoir à peine 100 ans de développement industriel, puisqu'il n'avait connaissance que des ressources en charbon à l'époque sur l'Empire britannique, sur l'Angleterre. Et il s'est dit, nous avons le choix entre nous développer à fond pendant 100 ans ou avoir un développement mesuré pendant plusieurs centaines d'années en économisant les ressources. Et lui a fait clairement le choix de l'accélération et du développement maximal avec une exploitation maximale du charbon. C'était son choix idéologique. C'est pour dire que les choix auxquels nous nous confrontons aujourd'hui ne sont pas du tout nouveaux. Il y a eu une parenthèse où on n'en a plus parlé entre le début du XXe et les années 70, mais c'est quelque chose qui est, même si on devait s'inquiéter de la mythologie et des inquiétudes de nos ancêtres qui étaient déjà confrontés à des problèmes écologiques, la question écologique d'aujourd'hui n'est absolument pas nouvelle. Donc Sadi Carnot, en 1824, c'est lui qui a compris la thermodynamique, les fondations de ce qu'on sait aujourd'hui de la consommation d'énergie par les machines. Et ces équations-là nous permettent déjà d'estimer qu'on ne peut pas exploiter l'énergie ad vitam aeternam au même volume, etc. Donc ça, c'est connu depuis le début du 19e. Jean-Baptiste Lamarck, je ne vais pas vous le lire, si j'ai du temps. Si, je vais le lire. Parce que ça date de 1820. Ça fait donc bientôt 200 ans. Et c'est pour vous dire à quel point les savoirs scientifiques auraient dû nous mettre en garde depuis très longtemps. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il, l'homme, amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues et stériles, inhabitables et désertes. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. 1820, naturaliste, il avait tout compris. Et enfin, il le voyait. Ça, c'est des choses qu'on voyait. Le développement économique aux États-Unis, c'est la désertification et l'abattage des forêts de façon massive. Donc, c'est des choses qui étaient parfaitement connues. Eugène Husard, qui était un scientifique amateur, mais qui s'inquiétait aussi en 1855, dit « La main humaine, en frappant les forêts, peut amener des révolutions dans l'état atmosphérique, des débordements des fleuves, des inondations, des épidémies. Ces centaines de billions d'acides carboniques et d'oxydes de carbone pourront bien troubler un peu l'harmonie du monde. » Il avait même compris, alors il n'était pas le seul, il y avait d'autres chercheurs qui se questionnaient sur l'influence du CO2 à l'époque, il avait même compris qu'il y avait une inquiétude quant aux émissions de CO2, c'était en 1855.
Alors comment on a fait? Je ne vais peut-être pas trop détailler. 1h15, parfait. La question qui se pose, c'est de savoir comment, dans notre esprit, nous avons isolé les problèmes pour les traiter indépendamment les uns des autres et éviter de comprendre systémiquement les écueils auxquels nous nous confrontions. Je passe rapidement, mais qu'est-ce que c'est qu'une zone naturelle protégée et quel sens ça fait de déterminer que cette zone-là, alors parc du Mercantour par exemple, en France, cette zone-là, on la protège, mais on ne fait absolument rien autour, on ne change rien autour de la zone protégée. Qu'est-ce que ça fait dans notre tête d'avoir un imaginaire positif d'un endroit préservé? Est-ce que ça peut provoquer en nous une espèce de protection inconsciente? Clément Montfort parlait tout à l'heure du déni, c'est des choses qu'il faut absolument étudier, comment notre esprit fonctionne pour évacuer les problèmes. Est-ce que décrire des systèmes isolés en disant là c'est idéal et le reste on s'en fiche, on le dénie, on fait ce qu'on veut, est-ce que c'est pas ça qui nous aurait en partie emmené vers les problèmes où nous sommes aujourd'hui? Autrement dit, étant donné que la politique de la zone naturelle ou de l'isolement des zones à protéger, le parc de Yellowstone, en Alaska, une décision d'Obama qui souhaite protéger une partie de l'océan, je ne sais plus où c'est exactement, mais fonctionner en système isolé, c'est notre esprit, ce n'est pas du tout la nature. La biosphère ne fonctionne pas comme ça. Donc le parc du Mercantour, il a été protégé pendant quelques décennies et aujourd'hui il subit le réchauffement climatique qui, lui, n'est pas ce qui correspond à notre esprit et à notre imaginaire. Notre esprit est peut-être en soi un handicap pour comprendre les aspects systémiques et les emballements du système qui nous entoure. J'ai mis bilan carbone entre parenthèses parce que je me questionne beaucoup sur cet outil et son effet réel. Lui aussi fonctionne en système isolé, il isole une industrie par exemple, ou une famille, ou un comportement, ou une université, mais ce bilan carbone-là reste une photographie. C'est quelque chose qui n'est pas intégré au système d'appartenance de l'industrie, de la famille ou d'une université qui fait son propre bilan carbone. Il y a tout un tas d'autres paramètres qui sont autour de ce bilan carbone qui devraient être pris en cause, pris en considération, et en particulier les paramètres historiques. Je ne développe pas trop sur ces points-là. On a cru aussi longtemps que les ressources étaient illimitées. C'est même sur ce fondement que s'est construite la théorie néoclassique de l'économie, celle qui a dominé et qui domine encore, et qui est, à mon sens, un énorme handicap pour faire changer nos modèles économiques. On a fondé les équations des modèles économiques néoclassiques sur la non-considération totale de la limite des ressources. Voilà. On a remplacé le paramètre ressources par progrès, et on s'est dit que tant qu'il y aurait du progrès, le PIB pourrait augmenter. Et nous avons construit une autre illusion, alors elle qui est liée à la thermodynamique et qui est aussi grave que les autres, sinon plus grave. On a cru qu'on pouvait réparer les choses. Alors c'est vrai pour un moteur de voiture, mais là encore c'est vrai seulement si on n'observe pas que le moteur de voiture. C'est-à-dire si on ne fait pas un système isolé sur je rajoute une pièce, je remplace la pièce cassée par une nouvelle pièce. Parce que la pièce de remplacement, elle provient d'une mine qui a besoin d'une ressource énergétique forte, qui n'est pas soumise à la loi des rendements décroissants pour pouvoir être fabriquée. Donc on ne peut pas réparer éternellement les voitures. Thermodynamiquement, selon les lois de la physique, ça n'est pas possible. Et ça, la science le sait parfaitement. Par contre, dans les fantasmes, on est capable de penser qu'on réparera éternellement les voitures, ou qu'on réparera les rendements agricoles, ou qu'on réparera le climat, etc., etc. Vous l'entendrez partout dans les discours écologiques. C'est quelque chose qui est scientifiquement faux. Très court là-dessus, une autre illusion que nous avons, c'est la réduction de nos émissions de CO2. Donc nous avons un taux d'émission X annuel. Alors à gauche, vous avez la courbe générale du déclin énergétique, de la déplétion énergétique. Nous sommes à peu près là. Et effectivement, nous avons vu que les volumes d'extraction allaient baisser pour le pétrole, le charbon, le gaz, avec le temps, évidemment. Donc, le volume d'extraction des hydrocarbures baisse, les émissions de CO2 baissent naturellement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ce qui pourrait donner une courbe comme celle-ci, on est à peu près ici, et on se dit que voilà, les émissions vont baisser, et c'est parfait, ça va réparer le climat, pour reprendre cette aberration de la réparation. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Des émissions qui baissent, ce qui est le discours écologique et politique classique, ce n'est pas un taux atmosphérique qui baisse. Pas du tout. Ici, là, en 2050, si on émet annuellement à peu près autant qu'en 1960, c'est le taux d'addition
de CO2 dans l'atmosphère équivalent à 1960, qui était déjà trop. D'accord? C'est important à retenir ça. La baisse des émissions de CO2, ça ne va pas faire fléchir les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ça va continuer à s'additionner. C'est important quand vous écouterez les discours politiques et écologiques sur la baisse des émissions de CO2. Ça veut dire que tant que nous n'avons pas zéro émission, du tout, aucune, nous continuerons à augmenter le problème climatique. Alors, on me demande s'il y a des solutions, c'est ça? Si j'ai été à peu près clair et si vous avez bien assemblé tous les paramètres que je vous ai donnés laborieusement depuis 1h15, il y en a une, et c'est la seule, c'est réduire notre PIB, ou réduire nos revenus pour parler à l'échelle de l'individu ou de la famille. Parce que, à ce jour, les économistes, les scientifiques qui sont capables de comprendre les processus dans lesquels nous sommes engagés ne dissocient plus le flux d'énergie qui traverse nos sociétés et la richesse économique. Voilà. Si vous gardez le même salaire ou si nous avons le même PIB et que vous rajoutez des panneaux solaires, des éoliennes et des centrales nucléaires, ça ne change rien, ou quasiment. Peut-être même que ça aggrave les problèmes. Ça ne change rien, en tout cas, à notre problème écologique. C'est malheureusement un problème existentiel profond. C'est pour ça que je suis reparti de l'anthropologie assez ancienne et que je nous ai un peu identifié aux chasseurs-cueilleurs qui étaient confrontés au problème du taux de retour énergétique quand ils chassaient. Parce que nous avons le même problème avec d'autres ressources énergétiques. Mais c'est un problème existentiel. C'est un problème existentiel. Il y a un lien entre le flux d'énergie qui traverse nos sociétés et la démographie. Si nous réduisons notre dépendance aux hydrocarbures, ça veut dire que nous réduisons les rendements agricoles pour l'essentiel de l'agriculture intensive, qui n'est pas l'agriculture de toute l'humanité, loin s'en faut d'ailleurs, et nous impactons la démographie. En fait, dans tous les sens, ça impacte nos sociétés. Donc les choix politiques que nous devons faire, si nous voulons vraiment protéger l'environnement, il faut les considérer comme étant impactants sur notre confort. Si nous devons envisager des solutions pour protéger l'environnement, nous devons considérer que le confort est mis en cause. Bien. Quelques éléments pour un programme et une éthique de transition. Je vous renverrai à mon livre tout à l'heure, je vous donnerai le titre. La base, c'est de ne pas lâcher prise. Hein. Les nouvelles alarmistes que je vous ai données, c'est angoissant, vous allez peut-être passer une mauvaise nuit, vous allez vous renseigner. Alors, je vous recommande d'aller vérifier tout ce que je vous ai dit. Pas sur le site Adrastia, parce que vous allez le considérer comme biaisé, donc allez chercher d'autres sources ailleurs sur d'autres sites. Lisez tous les bouquins que j'ai pu évoquer, vérifiez tout ce que j'ai dit, et ne lâchez pas prise. Voilà, c'est important. Il va falloir... Pourquoi je dis ça? Parce qu'un lâcher-prise ou une démobilisation, c'est pire dans une société qui est dépendante d'une techno-industrie qui ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est l'exemple cardinal, c'est les centrales nucléaires. Nous sommes un peu coincés avec les centrales nucléaires, surtout en France, parce que pour les démanteler ou ne serait-ce que les arrêter correctement, il faut maintenir un PIB suffisant. Et oui, c'est compliqué. Dans tous les cas, tenir un discours en phase avec la réalité. Alors vous ne voyez peut-être pas très bien, mais ça c'est un bus, 0 émission. Moi je ne peux plus, ça, je ne regarde plus la télé, je ne regarde plus le 20h, je ne peux plus regarder. Ça me fait des étincelles dans le cerveau, j'en souffre. Et j'arrête. Essayons d'être un petit peu en phase avec ce qui se passe vraiment dans notre monde, plutôt que de fantasmer sur des anti-solutions, puisque là, en l'occurrence, on est exactement dans le modèle de l'effet rebond. Il est sûr que si vous proposez une voiture verte, confortable, prétendument, alors par exemple électrique, il est quasi sûr qu'on en vendra d'autant plus qu'elles seront plus polluantes, ou en tout cas prétendues non polluantes et moins consommatrices d'énergie. Pour l'instant, l'effet rebond a toujours été vérifié. Il est spéculatif de dire qu'il ne sera pas vérifié demain. Je ne peux pas me baser sur des spéculations pour envisager mon avenir. Vous voyez ? Essayons de ne pas nous infliger de double peine. C'est suffisamment difficile comme ça à vivre cette situation-là quand on l'a intégrée. Donc ça peut éventuellement rendre coupable. Mais c'est un processus très ancien. Nous sommes le résultat d'une construction, on va dire, évolutive. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes d'abord des animaux qui ont des besoins énergétiques comme n'importe quels animaux. Ce que nous avons construit comme société, ce sont des sociétés techniques,
avec des cultures particulières, voilà, les animaux ont des techniques et des cultures particulières. Nous sommes particuliers, mais nous sommes inscrits sur un processus évolutif qui est très ancien. Je ne peux pas rentrer dans le détail ce soir, on n'aura pas le temps, mais nous sommes aussi le produit de 4 milliards d'années d'évolution du vivant sur Terre. Bien. Donc, relativisez votre culpabilité personnelle, ce qui ne doit pas être un désengagement, mais au moins pas une charge démobilisatrice et qui vous couperait les pattes et qui serait du coup contre-productif. Alors, ne plus confondre les solutions et les aménagements. Voilà, je pense que quand on réfléchit à la problématique en termes de solutions, ça provoque un effet contre-productif direct. C'est la procrastination. J'en suis convaincu, puisque, on l'a vu, toutes les données montrent que tout s'accumule dans le pire et que rien ne se résout. J'ai le sentiment, et je le montre dans mes travaux, que quand on met le mot solution, ça génère de la procrastination, ça génère du statu quo comportemental. On se dit, c'est bon, continuons comme ça. Il y a quelqu'un ou quelque chose, ou une technique, ou une industrie, ou un miracle qui va nous sauver plus tard. Ça provoquerait pour moi le statu quo duquel nos écosystèmes souffrent aujourd'hui. Si on doit focaliser sur des techniques différentes, évidemment, on ira chercher dans les low-tech. Et pour les étudiants AgroParisTech, évidemment, dans les nouveaux modèles agricoles, attention, nuance très importante, nouveaux modèles agricoles qu'il faut immédiatement penser à l'échelle. C'est-à-dire que alors, si on envisage un effondrement très rapide, très massif, même si on est isolé et qu'on a une ferme en perma, eh ben, c'est compliqué de rester isolé avec sa ferme en perma parce que ça veut dire que tout l'écosystème autour de la ferme en perma a changé à cause de l'effondrement de la société tout autour. Ça veut dire que l'écosystème de cette ferme en perma, les champs qui étaient autrefois industrialisés avec des pesticides, etc., eh ben, n'ayant plus de pesticides parce que la société s'est effondrée, je caricature un peu, mais ça pourrait arriver, c'est une éventualité, eh bien, les ravageurs vont de nouveau investir ce champ autrefois en industriel, et du coup complètement modifier l'écosystème de la ferme en perma. Donc il faut tout explorer à des échelles de laboratoire, à des échelles expérimentales, à l'échelle de la ferme, du village, de la communauté, mais toujours penser à l'adaptation à l'échelle. Parce que, évidemment, nos sociétés sont intégrées. Il y a des gens qui ne sont pas agriculteurs qui auront besoin de manger quand même. Il faut immédiatement et dès à présent penser à l'implication globale. Combien de temps il me reste? Quelle heure il est plutôt? Et quelle heure est-il? Allez, juste ça. Je suis allé chercher un petit peu dans la façon que nous avions d'être émus et d'avoir des émotions autrefois. Parce que, évidemment, nos cultures évoluent. Nous vivons, par exemple, dans une culture très libérale, très individualiste. Mais ça, c'est une culture. Ce n'est pas le fonctionnement interne de nos sociétés. Nous sommes, par ailleurs, très coopératifs sur des tas de choses. Mais notre culture met en avant certains idéaux particuliers. Mais c'était différent autrefois. Et il y a une valeur qui a été complètement oubliée. Et c'est compréhensible dans une société qui accélère à notre vitesse depuis 150 ans. C'est l'inquiétude de l'avenir, c'est avoir honte d'un comportement futur. Et ça s'appelle la vergogne. Et la vergogne, plus personne ne l'utilise, c'est un mot désuet. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce que vous faites aujourd'hui, quelqu'un ou quelque chose va en prendre avis, prendre compte, va juger ce que vous aurez fait aujourd'hui, demain. Et si vous agissez aujourd'hui sans vergogne, eh ben, votre descendant, votre prochain vous méprisera de ne pas avoir agi correctement envers lui. Alors voilà, c'est une petite proposition de réinvestir des émotions ou des valeurs différentes, dites qui paraissent désuètes, mais qui pourraient nous réancrer sur des temps longs. On ne vit plus les temps longs. On vit tous dans l'instant, dans l'information à la minute. Mais la vergogne, c'est quelque chose qui instantanément nous projette dans le futur et dans l'avenir. Allez, le dernier oxymore, puisque c'était aussi le titre de l'intervention. Nous allons devoir donc tous ensemble construire un déclin. On a quelques minutes pour des questions. Le micro va circuler, je crois.
Alors, attends que le micro marche, que tout le monde t'entende. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, non, c'est pas mieux. Allô. Ah. Beaucoup pour l'intervention. Par rapport à toutes les conséquences que vous avez énoncées sur les activités, enfin sur nos activités, est-ce que finalement, si notre but c'est de laisser une planète vivable, ce qu'on peut espérer ou même provoquer, c'est un effondrement rapide, soudain et brusque? Et si oui, comment? Voilà. Alors, c'est la question. Alors, je ne l'ai pas mis, tiens. J'ai oublié, mais je vais le mettre maintenant. C'est une question que je traite dans la dernière partie de ce bouquin qui s'appelle Transition 2017. Transition 2017, réformer l'écologie pour nous adapter à la réalité. La question que tu poses est débattue dans le milieu de l'écologie de façon assez sportive. Parce que, et je peux l'entendre, certains estiment que pour résoudre notre problème, il faut faire tomber la civilisation. Après, il y a pour moi deux façons d'espérer faire tomber la civilisation. Il y en a une qui est hostile à la civilisation avec des techniques différentes. On va dire de l'action non violente jusqu'à l'action vraiment violente, en passant par les stratégies de sabotage, etc. Ma question par rapport à cette stratégie-là, au-delà du fait qu'il soit trop tard pour beaucoup de choses. Bon, passons. Mais la question que je me pose, c'est dans quelle mesure elle ne pourrait pas être contre-productive, c'est-à-dire motiver le système, avec plein de guillemets autour, à réagir contre ces agressions et à se renforcer. Voilà. C'est une question ouverte. Moi, j'ai un avis personnel, je pense que ça renforce le système. De la même façon qu'un virus n'a aucun intérêt à tuer l'ensemble de ses hôtes et qui va plutôt travailler dans son patrimoine génétique en relation avec ses hôtes, à s'adapter pour que les autres un petit peu meurent, mais pas trop, et que l'ensemble de l'évolution du rapport entre le virus et l'autre continue. Parce que sinon, il disparaît aussi, il n'a aucun intérêt à disparaître aussi. Eh bien, on est un peu tous coincés à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous évoluons dans un système qui nous a piégés, mais je ne considère pas que ce soit la civilisation qui nous ait piégés, ou un système politique, ou des complots ou des lobbies. Je pense que c'est beaucoup plus complexe, que c'est une évolution, que ça date de très, très longtemps. Donc, je suis réservé sur la technique, sur les stratégies hostiles et frontales, mais je traite la question dans mon livre du désengagement. Désengagement dont on a déjà des expériences, puisqu'il y a certaines personnes qui vraiment quittent tout, presque tout, de la société, et du coup, la remettent en cause vraiment. Pourquoi le désengagement paraît être une stratégie, si on veut l'adopter, plus efficace? Parce que non seulement elle ne génère pas de contre-réaction hostile, donc un renforcement potentiel, mais en plus, elle coupe le substrat du système, c'est-à-dire le fait que la richesse circule. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je ne dis pas que ça peut marcher. Je dis que si on veut vraiment faire tomber le système, il faut un désengagement à l'échelle. D'accord? Ça veut dire, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, baisser ses revenus. Je vous promets que ça remet en cause le système. Aucun politique n'a envie, aucun industriel n'a envie que les gens baissent leurs revenus spontanément. C'est saper le système à sa base. Je n'ai pas de réponse définitive. Voilà les questions que je pose pour... Alors, sur le plan écosystémique, pour le vivant, il n'y a aucun doute que ça serait positif, encore que les centrales nucléaires non arrêtées correctement, il y a un méthanier, un bateau qui a brûlé récemment en mer de Chine. Là, s'il n'est pas correctement rangé, vidé et nettoyé, il va continuer à polluer. Enfin, le système techno-industriel nous a aussi engagés dans un processus de nettoyage à long terme pour les écosystèmes. Voilà ce que je peux apporter comme réponse. Bonsoir. Oui. Donc vous avez énormément parlé donc des émissions de CO2 et voilà, on parle donc vous l'avez rappelé, donc il va rester très longtemps dans l'atmosphère et nous on a peu d'impact en tout cas sur nos émissions à l'heure actuelle. Mais voilà, il y a d'autres gaz. On a peut-être plus d'action sur certains gaz qui sont plus puissants que le CO2, mais qui par contre vont rester longtemps dans l'atmosphère, comme le méthane ou les différents oxydes d'azote.
Donc voilà, peut-être qu'on a aussi un peu de marge qui nous permettrait d'avoir davantage de marge de manœuvre de ce côté-là. Faire dans le désengagement de la circulation de flux d'énergie et de matière qui ont pour résultat des émissions de gaz divers, ça sera positif. Aucun doute là-dessus. J'ai évidemment focalisé sur le CO2, mais il y a des CFC qui provoquent du réchauffement aussi, le méthane provoque du réchauffement aussi. Tout ce qu'on pourra mettre en œuvre de réduction des émissions, ce sera positif, il n'y a aucun doute. On a parlé de l'épuisement des ressources, on a parlé du climat, on n'a pas beaucoup parlé de la pollution. J'aimerais savoir votre avis sur toutes les molécules un peu bizarres, les milliers de tonnes de poubelles qu'on dispose un peu partout. Est-ce que vous êtes aussi alarmiste là-dessus? Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Alors j'en ai pas parlé, c'est pas un choix du tout, c'est plutôt que j'ai déjà dit beaucoup de choses et que c'est une conférence qui fait 1h30 et que évidemment, moi ce qui m'inquiète particulièrement parmi d'autres pollutions, ce sont les perturbateurs endocriniens. J'ai oublié de le citer, mais je vais le faire maintenant parce que c'est un ouvrage que je préconise, un ouvrage de Laurent Testo, un ouvrage qui s'appelle Cataclysme. Certains d'entre vous connaissent Jared Diamond, Effondrement, certains d'entre vous connaissent Sapiens de Yuval Noah Harari. Je pense que Cataclysme de Laurent Testo est plus complet, plus riche, plus précis. Si vous avez un livre à lire, ce sera celui-ci. Et Laurent Testo parle bien, en particulier, de ce qui commencerait à être mesuré, c'est la féminisation du monde et la perturbation des humains, mais aussi des poissons, des grenouilles, des batraciens en général, à cause de la dissémination des perturbateurs. Par ailleurs, un autre polluant qu'on découvre, alors que c'était évident qu'il allait devenir tel, c'est les microplastiques qu'on retrouve désormais au fond de la fosse des Mariannes et dans l'atmosphère. On en retrouve de partout, on en mange. Ça y est, c'est dans notre chaîne alimentaire. Personne ne sait ce que ça va provoquer à terme sur notre santé. C'est aussi une question que je n'ai pas traitée parce qu'elle est délicate, difficile à traiter, parce qu'il y a peu on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On peut s'en inquiéter gravement, mais c'est difficile de savoir à quel point la féminisation du monde ou le fait que les jeunes femmes aient leur première règle, aient leur puberté beaucoup plus tôt depuis quelques années. Et il y a un autre problème, c'est que déterminer quelle est la cause réelle de ces changements-là est vraiment complexe. La pollution, les contaminations, la toxicologie, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, dans lequel je ne me risque pas, hormis mon inquiétude, qui est vraiment réelle. Sommes-nous trop nombreux sur Terre? Sommes-nous trop nombreux sur Terre? Je pourrais vous répondre de façon caricaturale. Consommons-nous trop d'énergie, ce qui revient à peu près au même? Oui. Et si je veux être inquiétant et dramatisant, nous allons consommer moins d'énergie. Ça va résoudre en grande partie le problème démographique. Oui, bonsoir. Moi je suis un père de famille, j'ai 2 enfants et ça fait déjà 4-5 ans que je me suis déjà pris cette claque que vous avez distribuée généreusement. Je voudrais rajouter une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle et puis une proposition. Donc la mauvaise nouvelle pour moi c'est que la décroissance en toute douce, j'y crois difficilement, sachant que Dick Cheney, le conseiller de George Bush en 2001, a déclaré que l'American Way of Life n'était pas négociable et qu'ils entraient dans une guerre qui n'aurait pas de fin de leur vivant pour les dernières ressources de pétrole. Nous ne produisons pas de pétrole, nous avons des armes atomiques. Bon, voilà, il y a quand même un débat là-dessus. La bonne nouvelle pour moi, c'est... Enfin, en tout cas, je me demandais qu'est-ce que je peux faire, moi, petit individu. Je me sens beaucoup plus soulagé, même si... depuis que j'ai découvert donc, la permaculture, qui est, à mon sens, le seul moyen de vivre en consommant moins de ressources énergétiques qu'on en produit, et qui réfléchit vraiment intelligemment à tous les niveaux sur comment réutiliser l'eau, comment... survivre, voilà. Donc il y a des choses à apprendre. L'inconvénient de la permaculture, c'est qu'on ne peut pas l'industrialiser. Donc il faut qu'on redevienne comme autrefois, c'est-à-dire dans les 70% de paysans. Et ça, dans
je sais pas, les 10, 20 prochaines années. Donc vous allez avoir beaucoup de monde à former pour ceux qui savent le faire. Et donc ma proposition, c'est, mais bon, on pourra en discuter après, c'est de faire des levées de fonds parmi tous les gens qui ont encore de l'argent pour essayer de former des gens au maximum en permaculture. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions et ces propositions. J'ai une position très marginale sur le risque d'emballement dans la violence lors d'un effondrement systémique basé sur la déplétion des ressources en hydrocarbures. Pourquoi? Parce que des conflits au moment de la bascule, c'est sûr. C'est sûr, c'est dramatique, il ne faut pas l'espérer, mais pour moi, c'est structurellement presque inévitable. Comme ce qui s'est passé, ce qui se passe par exemple dans l'Afrique du Nord en ce moment, au Venezuela, etc. Au moment de la bascule, au moment où le pays réalise, sans l'avoir attendu, que la croissance n'arrivera plus et que les gens vont souffrir un petit peu plus chaque jour, à ce moment-là, les crispations sont inévitables. Je suis réservé sur la possibilité d'entretenir un conflit à long terme lors d'une déplétion systémique et incontournable. Parce que structurellement, il est possible que ça verrouille même la capacité de se battre. La capacité de se battre étant énergétiquement très consommatrice. Et oui, bien sûr. Et quand on lance un conflit, il faut absolument avoir un gain. Sinon, la rivalité est perdant-perdant. Donc je sais que mon point de vue est marginal, je l'étaye dans certains textes, il est discutable, il est peut-être faux, on va peut-être se taper sur la figure avec des bombes nucléaires pendant 80 ans. Je suis réservé, en tout cas je l'espère pas, et en plus ça s'argumente. Voilà. Après sur le partage des connaissances et des techniques autour de l'agriculture, perma et autres, volontiers, et il faut le faire, à l'échelle. Juste avant de continuer les questions, il y a Clément qui doit y aller, qui va dire un petit dernier mot avant de partir. Je voulais juste vous remercier tous pour votre présence et merci à Vincent pour ta présentation. Je trouve que tu es très pédagogue et de plus en plus, donc vous avez eu de la chance de le voir, c'est assez chouette. Et bon courage pour la suite. Pour l'aspect psychologique, moi je vais essayer de le traiter le plus possible dans ma série, donc on se voit sur les réseaux si ça vous intéresse. Et d'ici là, portez-vous bien et bon courage avec tout ça. Dites-moi. Parler de son projet de série. Si possible, oui. Après, lui, il vise les États-Unis. Moi, je l'ai aidé comme j'ai pu. C'est moi qui ai fait sa vidéo pour lancer sa série. On y réfléchit, on est amis, on se connaît et on a les mêmes centres d'intérêt. Après, on vise pas exactement les mêmes publics et moi, je suis plus sur le format du réel, du documentaire et lui fiction. Mais si l'occasion se présente et si on trouve des idées, je pense qu'on le fera certainement. Voilà. Merci à tous et puis bonne soirée. Au revoir. Merci Clément. Combien de temps? Quelle heure est-il? J'ai un train en fait, c'est pour ça que je... 48. 10 minutes de questions si ça vous va. Après j'ai mon moustique qui m'attend donc... Bonsoir. Bonsoir. Donc merci également pour la présentation. J'ai une question. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Deep Green Resistance. Oui, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure implicitement. Ok, d'accord. C'est ça. En fait, j'avais une question par rapport à ça, notamment parce qu'ils ont publié un article sur vous récemment. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, puisqu'ils partagent quand même le constat originel avec vous, donc sur les fondements. Donc, ce que vous pensiez de la solution eux qui proposent. Est-ce que vous pensez que c'est trop tard pour mettre ça en place? Est-ce que vous pensez que c'est pas souhaitable? Voilà. Alors, tu évoques ma relation épique et crispée avec Deep Green Resistance. Non, avec certains représentants de Deep Green Resistance. Je n'ai pas d'hostilité particulière envers le mouvement globalement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ma réserve sur le fait que ça ne soit pas contre-productif d'attaquer frontalement le système. Un peu parce que c'est ce qu'on constate malheureusement. Vous avez vu la casemate qui a brûlé à Grenoble récemment, qui a été incendiée par des militants qui agissent à visage découvert. Alors, peut-être qu'il faut faire ça, j'en sais rien. Je ne crois pas que qu'il soit possible de faire passer ce type d'action à l'échelle. Et je crains que de petites actions soient instrumentalisées politiquement et médiatiquement suffisamment habilement pour avoir un effet, mais vraiment de façon disproportionnée, inverse à l'intention initiale. C'est vraiment ça ma crainte, au point de décrédibiliser toute la réflexion sur l'écologie. C'est ça ma crainte.
Donc oui, il faudrait faire tomber le système. Comment ? Oui, c'est déjà le cas, c'est déjà ce qui se passe. Les actions marginales et violentes sont instrumentalisées pour décrédibiliser l'ensemble du système, l'ensemble de la réflexion sur l'écologie. Voilà, c'est ma position. Elle n'est pas défaitiste et elle n'est pas asservie. C'est plutôt un constat et plein de regrets, quoi. Voilà. Bonsoir. Ouais, alors je sais pas le micro, mais okay. Bonsoir. Donc merci encore une fois pour cette conférence. Moi j'ai une question un peu plus niveau communication, donc je pense que c'est aussi le centre de votre sujet. Mais comment est-ce que vous expliquez sur des questions aussi pragmatiques que l'effondrement du stock de poissons ou l'appauvrissement des sols, qu'il soit difficile de faire passer le message, qu'il soit difficile que les gens comprennent. Et donc pour vous, quelle est la meilleure stratégie de communication là-dessus voilà. La stratégie de communication pour dire que les poissons vont disparaître. C'est ça ? Oui. Alors, j'ai créé l'association Adrastia en 2014. L'Institut Momentum, présidé par Yves Cochet, ancien ministre de l'écologie, existe depuis 15 ans. Ouais. Comment ? 2011 ? Non, Momentum, c'est plus ancien. Bon, c'est très récent, alors. L'ancienneté d'Yves Cochet dans le milieu m'a fait tromper sur l'ancienneté de l'association Momentum. Donc ça fait quand même 7 ans qu'elle existe, c'est ça ? Et en fait, donc j'ai rencontré beaucoup de monde qui se posent ces questions-là. Comment passer le message ? Personne n'a la réponse. On est tous devant une aporie, on ne sait pas comment faire pour passer à l'échelle. Ce matin, j'entendais les pêcheurs français déplorer le fait qu'on aille détruire les fonds marins avec la pêche électrique. Ce matin, sur France Info. Donc l'information, elle circule. Comment la faire passer à l'échelle, elle aussi ? Comment la faire circuler plus ? Comment faire tomber les dénis, les protections ? Comment lutter contre le climato-scepticisme ? Comment lutter contre le technoscientisme, le positivisme ? J'ai malheureusement une autre crainte. Il y a une censure ou Le fond de ma pensée, le fond de mon travail, c'est que nous sommes sur une trajectoire inéluctable et que structurellement l'humanité ne soit pas faite pour parvenir à résoudre son problème écologique. C'est ça le fond de ma pensée. Et que le jeu de communication entre les acteurs de l'écologie et, on va dire, les acteurs de l'anti-écologie, ceux qui sont progressistes au sens péjoratif du terme, joue de rivalité, d'hostilité, de complémentarité parfois, pour que, grosso modo, ça ne change pas beaucoup l'axe d'évolution globale du système, quoi. Il y a beaucoup plus d'informations qui passent au-dessus de la réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit des choses, notre esprit est fait pour voir des choses au-dessus du réel. Dans le réel, il se passe totalement autre chose. Le discours écologique sur la substitution des énergies est faux de A à Z, quand on mesure. Et pourtant, il circule. Et c'est lui qui est désemparé, vraiment. Je ne sais pas. Merci à vous. Une autre question. Alors, excusez-moi. Je voulais déjà vous remercier pour votre intervention également. Oui, où êtes-vous ? Je suis là. Merci. J'avais juste une remarque et une question. La question, ça concerne les travaux d'Idriss Aberkan, que vous connaissez peut-être, et qui introduisent l'économie qui serait non plus basée sur des ressources naturelles limitées, mais la connaissance qui est partageable, duplicable, etc., avec tout un système de blue economy fondé aussi sur le biomimétisme, etc. Et je voulais savoir si en vous, ça produisait une sorte d'espérance ou pas, ces travaux-là. Et ma remarque, c'est par rapport au déni que vous avez régulièrement abordé, ça me rappelle une citation de Simone de Beauvoir qui dit que finalement le plus grand fléau de l'humanité, n'est pas tant l'ignorance, mais le refus de savoir. Et je pense qu'on est beaucoup là-dedans. Et j'en suis très, très attristée. Voilà. Moi aussi. Évidemment, la citation que vous venez de faire me permet de répondre à propos d'Idriss Aberkan. Je pense que son travail est une forme de refus de savoir. Dans le sens où les présupposés qu'il envisage sont une rupture de chaîne de causalité
entre l'information et l'énergie. Une société de la connaissance, ça n'existe pas de façon élaborée, c'est-à-dire généralement. Donc, un truc indispensable pour comprendre nos enjeux écosystémiques. Et bien ça n'est pas possible sans un flux énergétique massif qui permet, par exemple, de payer des improductifs, des gens qui réfléchissent. Seules les sociétés... Alors, il y a peut-être un découplage minimum qu'on puisse faire, mais les sociétés qui sont capables de se payer un amphithéâtre de gens qui ne font qu'apprendre sont des sociétés très riches, donc qui consomment beaucoup d'énergie. Ça paraît être un syllogisme et un raccourci, je pourrais le développer beaucoup, mais je crains que le fondement du travail d'Idriss Aberkane soit fondé sur une rupture de chaîne de causalité. Je ne crois pas qu'on puisse isoler le savoir d'un PIB. Non plus, malheureusement. Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour votre conférence remarquable. D'ailleurs, nous sommes d'accord avec beaucoup de choses. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler un peu. Mais une chose me tracasse, c'est que vous parlez de problèmes de civilisation. Vous parlez même de choix politiques de temps en temps. Et quand il est question, quand on vous pose des questions justement sur une attitude politique par rapport à ça, grosso modo, vous évacuez à peu près la question en parlant seulement de désengagement, ce qui est une formule intéressante. Désengagement, donc effectivement, de la société contemporaine et de la civilisation. D'autres gens qui pratiquent ce désengagement appellent ça même la sécession. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a eu aux États-Unis une guerre de sécession et que donc effectivement la sécession collective est beaucoup plus menacée que la sécession individuelle. Parce que la sécession individuelle, ou le désengagement comme vous dites vous, qui existe déjà en nombre d'exemples dans le monde entier, et en France même, n'atteint pas franchement le fonctionnement de cette société telle qu'elle est vécue. Alors, je ne vais pas entrer trop dans des qualifications, justement, rester comme vous sur un plan global, civilisationnel, éventuellement. Mais malgré tout, nous allons avoir un cas de figure intéressant en cette fin de mois de janvier ou début février, avec le cas de Notre-Dame-des-Landes, où manifestement, ce qui dérange effectivement la société contemporaine, en tout cas ses dirigeants, ce n'est pas tant de devoir renoncer à un développement supplémentaire de la méga-machine et de la technoscience et grosso modo du développement du dégagement de CO2 et tout ça, c'est précisément une sécession, un désengagement collectif de cette société, affirmée comme telle. Et c'est ça qu'il s'agit de réduire à néant et de faire taire. Alors, peut-être juste une autre chose beaucoup plus large, c'est un figure très précis, très particulier, c'est dans l'agriculture, vous avez parlé effectivement de engagement et de niveau d'échelle, effectivement c'est très juste, mais je vous rappelle à ce moment-là ce qui se passe avec les OGM par exemple, précisément avec, comme vous l'avez dit, nous sommes dans un écosystème, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, qui, je ne sais pas si je le dis parce que peut-être dans la prochaine conférence vous le rajouterez, mais ça pourrait être bien, c'est l'interdépendance. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'on découvre d'une certaine manière avec le climat, c'est que ce qu'on fait à un bout de la planète influence toute la planète. Tout à fait. Et ça, on a mis du temps peut-être à le comprendre. Mais vous l'avez bien dit, on le comprenait déjà au XIXe siècle. Bon, mais ça n'a pas suffi. Donc je reviens aux OGM simplement, c'est qu'il y a des gens quand même qui ont subi des procès parce qu'effectivement, ils s'attaquaient à des cultures d'OGM, y compris de l'INRA, donc une institution publique, parce qu'effectivement, il y a un risque avec des cultures d'OGM en plein champ de contamination de cultures non OGM, voire de cultures bio. C'est ça l'interdépendance. Alors, quand je dis désengagement, je n'ai
avoir dit qu'il n'y avait que le désengagement individuel qui pouvait servir. Au contraire, le désengagement individuel, c'est ces personnes que j'appelle des héros, et une forme d'héroïsme un peu gratuit, parce qu'il y a probablement aucune chance que ça change quoi que ce soit. Très bien. Si je propose une autre conceptualisation du désengagement fondée sur un principe de responsabilité autonome, c'est-à-dire cesser de se défausser de son propre impact sur autrui pour en assumer pleinement les conséquences et se désengager s'il le faut, si on fait le choix vraiment et à l'échelle. Le principe de responsabilité autonome, c'est valable de ses ouvriers, de l'impact écologique sur une entité politique, par exemple. Et si vous faites le choix de votre question, je vais reconnaître que si je ne parle pas beaucoup du politique, c'est que je le conçois, je le conceptualise comme quelque chose qui nous a menés là et qui est aussi peut-être un handicap pour sortir de là. Je ne peux pas développer ça malheureusement. De je vais essayer de ne pas être lent en fait, pour vous laisser prendre votre train. Merci pour la conférence en fait. Et je vais revenir juste rapidement sur la solution que vous avez proposée. Vous avez dit baisser votre niveau de vie en fait. Donc bon, quand je sais en fait qu'il y a des gens en fait qui vivent avec, j'imagine que ce message s'adresse en fait à la planète entière, c'est-à-dire même ceux qui vivent avec moins de $2 par jour. En fait, est-ce que je pourrais reformuler en fait la solution en disant faisons baisser le niveau de vie des 500 personnes les plus riches du monde, et à ce moment-là... Alors là, je vais répondre très brièvement du coup, parce que c'est le mot interdépendance qui vous répond. Il n'y a pas de génération de richesse d'une strate quelconque qui soit indépendante de la richesse des strates au-dessus en dessous. Et par rapport aux 500 premières richesses, il faut se rappeler que nous, ici, tous dans cette salle, nous faisons partie des 10%. C'est sûr et certain. Voilà. Les 500, en fait, ils sont encore plus riches que nous, en fait. Et que si nous voulons faire changer tous les autres niveaux de vie de n'importe quelle échelle en dessus et en dessous, en changeant la nôtre, ça impacte tout le système parce qu'il y a interdépendance. Voilà. C'est ça le raisonnement. Je ne sais pas si c'est possible. Je vous remercie beaucoup.